Élie de Montaigne avait bâti son empire sur la maîtrise et les règles strictes, mais quand Jade Rousseau fit irruption dans sa vie, n'apportant avec elle que son authenticité et son âme, il ressentit la première étincelle du chaos. L'amour pouvait-il réécrire tout ce qu'il croyait savoir? Le soleil matinal inondait les baies vitrées de Montaigne Associés, l'un des cabinets de capital risque les plus florissants de Paris. Élie de Montaigne, 32 ans, contemplait le panorama urbain, son reflet dévoilant un homme à qui l'argent avait tout apporté, costume de créateur, coupe de cheveux impeccable et une assurance forgée par l'habitude de ne jamais essuyer un refus. « Monsieur de Montaigne, votre rendez-vous de 9 heures est là », annonça son assistante depuis l'encadrement de la porte. Élie ne se retourna pas. « Faites-les entrer. » Il entendit la porte se refermer et continua de fixer la ville qu'il possédait, pour ainsi dire. Sa société avait financé la moitié des start-up qui dominaient désormais la scène économique parisienne. Il avait des règles pour tout, son emploi du temps, son régime, ses investissements et surtout sa vie sentimentale. Après avoir vu sa mère s'effondrer quand son père l'avait quitté pour sa secrétaire, une femme qui le comprenait mieux, Élie s'était fait une promesse. Il ne fréquenterait que des femmes qui lui correspondaient en tout point, des femmes ayant leur propre fortune, leur propre succès, leur propre position sociale. Pas de complications, pas d'émotions désordonnées, aucun risque. La porte s'ouvrit à nouveau et Élie se retourna, s'attendant à son rendez-vous prévu. Au lieu de cela, une jeune femme entra portant un porte-documents et vêtue de baskets, d'un jean et d'une veste en velours côtelé usé. Ses boucles naturelles encadraient un visage sans maquillage et son sourire était sincère mais hésitant. « Pardon, dit-elle, je cherche le bureau de Monsieur Lefebvre, j'ai les maquettes pour sa présentation. » Élie la fixa, un instant pris de court. « Lefebvre est au bout du couloir, c'est mon bureau ici. »« Oh, je suis vraiment désolé, » dit-elle en reculant vers la porte. « La réceptionniste a dû me mal indiquer. Je ne vous retiens pas. »« Attendez, » dit Élie se surprenant lui-même. « C'est vous la graphiste ?» Elle hocha la tête. « Jade Rousseau, graphiste freelance. Monsieur Lefebvre m'a engagé pour créer des visuels pour sa présentation. »« Laissez-moi voir, » dit Élie désignant son porte-documents. Jade hésita mais s'avança ensuite et posa son étui sur son bureau. Elle en sortit plusieurs planches au design coloré qui parvenaient, d'une manière ou d'une autre, à être à la fois professionnel et créatif. « C'est différent, » dit Élie en les examinant. « Différent en bien ou différent en mal ?» demanda Jade, une pointe de défensive dans la voix. « Différent mais intéressant, » répondit Élie, toujours en train d'examiner le travail. « La plupart de nos graphistes utilisent les mêmes modèles. Ceux-ci ont de la personnalité. Je ne travaille pas dans des tours de verre, donc je n'ai pas de logiciel sophistiqué, » dit Jade avec un haussement d'épaule. « Mais je sais comment faire pour que les choses se démarquent. » Pour la première fois depuis des années, Élie se sentit désarmée. Il n'y avait aucune prétention chez cette femme, aucune tentative de l'impressionner ou de le flatter. Elle ne semblait même pas savoir qui il était. « C'est vous qui avez conçu ça ?» demanda-t-il, même si elle l'avait déjà dit. « Oui, c'est brut, je sais. Je ne travaille pas dans des tours de verre, donc je n'ai pas de logiciel sophistiqué. » Elle sourit sans ciller. Ce n'était pas du sarcasme, c'était de l'honnêteté pure. « Je m'assurerai que Lefebvre les reçoive, » dit Élie en refermant le porte-documents. « Merci, mais je devrais les livrer moi-même. C'est mon travail, » dit Jade en tendant la main vers ses créations. Leurs doigts se frôlèrent, tandis qu'elle reprenait le porte-documents, et Élie sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle, pas seulement de l'attirance, mais de la curiosité. « Je suis Élie de Montaigne, » dit-il en lui tendant la main. « PDG de Montaigne & Associés. »« Enchanté, » répondit Jade en lui serrant brièvement la main. « Comme je l'ai dit, je suis Jade, juste une freelance de passage. » Elle se retourna pour partir, et Élie se surprit à vouloir la retenir, à en apprendre davantage sur cette femme qui semblait si peu soucieuse de l'impressionner. « Attendez, » dit-il à nouveau, « auriez-vous le temps pour un café ? J'aimerais discuter avec vous de la possibilité de travailler sur d'autres projets que nous avons. » Jade regarda sa montre. « Désolé, je ne peux pas aujourd'hui. Je dois me rendre à mon autre travail dans 30 minutes. Je suis barmaid au Duc des Lombards. »« Le club de jazz ?» demanda Élie. « Oui, mon père y jouait autrefois. Maintenant, je sers des verres et j'écoute de la musique 3 soirs par semaine. Peut-être que je passerai un de ces jours, » dit Élie. Jade lui lança un regard qui disait qu'elle avait déjà entendu cette phrase. « Ah bien sûr, » dit-elle, ne le croyant manifestement pas. « Le bureau de Monsieur Lefebvre est au bout du couloir, c'est ça ? 3e porte à gauche, » confirma Élie. « Merci, » dit-elle, puis elle disparut. Élie fixa l'entrée vide pendant un long moment. Son assistante passa la tête par la porte.
Votre rendez-vous de 9 heures attend toujours, monsieur de Montaigne. C'est ça, dit Élie, secouant l'étrange rencontre. Faites-les entrer. Mais pour le reste de la journée, il ne put se sortir Jade Rousseau de l'esprit. Le duc des Lombards était bondé ce soir-là, empli des sons doux d'un saxophone et du murmure des conversations. Jade se déplaçait efficacement derrière le bar, préparant des boissons et discutant avec les habitués. « Jade, ma chérie, puis-je avoir un autre de tes martinis spéciaux ?» demanda Madame Dubois, une veuve septuagénaire qui venait tous les mercredis en poussant son verre vide. « Tout de suite, Madame D. » sourit Jade, saisissant déjà le shaker. « Comment va votre petit-fils à l'université ?»« Oh, il s'épanouit. Il m'a envoyé des photos de sa chambre d'étudiant toute décorée. Ce garçon a votre coup d'œil pour le design. » Jade rit. « Je l'ai juste aidé à choisir une parure de lit. Ce n'est guère du design. Ne te sous-estime pas, dit Madame Dubois en agitant un doigt. Tu as du talent, ma petite. Plus que la plupart de ces designers huppés avec leur diplôme. Que le ciel vous entende, dit Jade, plaçant le martini frais devant elle. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma propre agence de design au lieu de préparer des boissons. Tu l'auras, dit Madame Dubois avec conviction. Retiens mes paroles. Jade était sur le point de répondre quand elle le vit. Élie de Montaigne, debout à l'entrée, semblant déplacé dans son costume coûteux. Son premier instinct fut de se cacher derrière le bar, mais il était trop tard, il l'avait repéré. Il se fraya un chemin jusqu'au bar, ignorant les regards des habitués qui pouvaient repérer un étranger à des kilomètres à la ronde. « Vous êtes venu ?» dit Jade, surprise. « J'avais dit que je le ferais, » répondit Élie, s'installant au bar. « Que me recommandez-vous ? Ça dépend de ce que vous aimez. Nous ne servons pas exactement des bouteilles de champagne à 1000 € ici. Je prendrai ce que vous jugerez bon. » Jade l'étudia un instant, puis se tourna pour préparer une boisson. Elle plaça un liquide ambré foncé dans un verre à whisky devant lui. Un old-fashioned, classique, simple, honnête. Élie prit une gorgée et hocha la tête. « C'est bon. La recette de mon père, » dit Jade. Il disait toujours qu'on peut en apprendre beaucoup sur une personne à la façon dont elle boit son whisky. « Et qu'est-ce que cela dit de moi ?» demanda Élie. « Que vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau, » répondit Jade avec un léger sourire. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres clients. » Élie la regarda se déplacer le long du bar, discutant facilement avec tout le monde, se souvenant des noms et des préférences de boissons. Elle n'essayait d'impressionner personne, et pourtant, elle l'impressionnait plus que n'importe laquelle des femmes polies et professionnelles qu'il fréquentait habituellement. Un homme plus âgé apparut sur scène et prit le microphone. « Mesdames et messieurs, nous avons un plaisir spécial ce soir. Notre propre Jade Rousseau va chanter pour nous. » La foule applaudit et Élie parut surpris alors que Jade tendait son tablier à un autre barman et se dirigeait vers la scène. « Merci, oncle Raymond, » dit-elle en prenant le micro. « C'était la chanson préférée de mon père. Pour ceux qui ont connu Marc Rousseau, celle-ci est pour lui. » Le groupe commença à jouer et la voix de Jade emplit la pièce. Riche, pleine d'âme et étonnamment puissante. Elle chanta un standard de jazz sur l'amour perdu et les nouveaux départs, et Élie ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Quand elle eut terminé, la foule éclata en applaudissements. Jade fit une petite révérence et retourna au bar, le visage rougi par l'émotion. « C'était magnifique, » dit Élie quand elle revint. « Merci, » répondit Jade, renouant son tablier. « Papa m'a appris à chanter avant que je puisse parler, selon la légende familiale. »« Votre père était Marc Rousseau, le musicien de jazz ?» Jade parut surprise. « Vous le connaissiez ? J'ai un de ses albums. Ma mère l'écoutait quand j'étais jeune. »« Le monde est petit, » dit Jade, regardant Élie avec un nouvel intérêt. « Il est mort il y a 2 ans, d'un cancer. Je suis désolé, » dit Élie, et il le pensait. « Moi aussi, » répondit Jade. « Il était tout pour moi. Il m'a élevé seul après que ma mère soit partie quand j'avais 3 ans. Il m'a appris tout ce qui est important, la musique, l'art, comment voir la beauté dans les endroits inattendus. Il semble avoir été un homme incroyable. »« Il l'était, » dit Jade, puis elle changea de sujet. « Alors pourquoi êtes-vous vraiment là, monsieur de Montaigne ? Je doute que vous soyez venu jusqu'ici juste pour un old-fashioned. »« Élie, » corrigea-t-il. « Et je suis venu parce que je voulais vous revoir. » Jade haussa un sourcil. « Pourquoi ? Je suis sûr que vous avez plein de femmes dans votre monde qui adoreraient votre attention. »« C'est exactement pour ça, » dit Élie. « Vous êtes la première femme que j'ai rencontrée depuis des années, qui ne semble pas se soucier de qui je suis ou de ce que je peux faire pour elle. »« Parce que ce n'est pas le cas, » dit Jade simplement. « Sans offense, mais j'ai appris à ne pas trop m'emballer avec les promesses d'hommes en costume coûteux. Ils ont tendance à disparaître quand les choses deviennent sérieuses. » Avant qu'Élie ne puisse répondre, une agitation éclata à l'autre bout du bar. 2 hommes se disputaient bruyamment.
leur voix s'élevant au-dessus de la musique. « Excusez-moi, » dit Jade, se déplaçant rapidement pour intervenir. « Messieurs, on ne fait pas ça ici. Soit vous vous calmez, soit vous sortez. » Le plus grand des deux hommes la fusilla du regard. « Occupe-toi de tes affaires, ma jolie. »« C'est mes affaires, » dit Jade fermement, « et je ne suis pas votre jolie. » L'homme fit un pas vers elle, et Ellie fut immédiatement sur ses pieds, se plaçant à côté de Jade. « La demoiselle vous a demandé de vous calmer, dit-il, sa voix froide et autoritaire. L'homme évalua le costume coûteux d'Ellie et recula. « Peu importe, cet endroit est mort de toute façon. » Lui et son ami sortirent en trombe. « J'aurais pu gérer ça, dit Jade une fois qu'ils furent partis. »« Je sais, répondit Ellie, mais vous ne devriez pas avoir à le faire. » Jade l'étudia un instant. « Merci, dit-elle finalement. Mais je me débrouille seule depuis longtemps. »« Je n'en doute pas, dit Ellie. Vous êtes manifestement capable, mais tout le monde a besoin de soutien parfois. » Le reste de la soirée se déroula plus confortablement. Ellie resta jusqu'à la fermeture, observant Jade travailler, croisant parfois son regard et partageant un sourire. Quand le dernier client partit, il était toujours là. « Besoin d'un transport pour rentrer ?» demanda-t-il, tandis qu'elle mettait sa veste. « J'ai ma voiture, dit Jade. Mais merci. Alors puis-je vous emmener dîner demain soir ?» demanda Ellie. « Un vrai dîner, pas de la nourriture de bar. » Jade hésita. « Pourquoi ? » « Parce que je veux apprendre à mieux vous connaître, » dit Ellie honnêtement. « Écoutez, je suis flatté, mais nous vivons dans des mondes différents. Vous êtes un PDG dans une tour de verre. Je suis barmaid et graphiste freelance qui achète ses vêtements en friperie. Qu'est-ce que nous pourrions bien avoir en commun ? Je ne sais pas encore, admit Ellie. C'est pourquoi je veux le découvrir. » Jade le considéra un long moment. « Un seul dîner, dit-elle finalement. Mais pas demain. J'ai une soirée de poésie à micro ouvert que je ne manque jamais. Vendredi ? Vendredi me convient, dit Ellie, essayant de masquer sa surprise à sa mention de la poésie. Je passe vous prendre à 7 heures ? Je vous y rejoindrai, rétorqua Jade. Envoyez-moi l'adresse par SMS. Elle prit son téléphone et y entra son numéro. Bonne nuit, Ellie, dit-elle en le lui rendant. Bonne nuit, Jade, répondit-il, la regardant marcher vers sa voiture, une vieille Honda cabossée qui avait connu des jours meilleurs. Alors qu'il montait dans son élégante berline de luxe, Ellie réalisa qu'il souriait. Pour la première fois depuis des années, il enfreignait ses propres règles, et cela faisait du bien. « Tu as fait quoi ?» Les sourcils parfaitement dessinés de Victoire de Valois se haussèrent d'incrédulité alors qu'elle posait son mimosa. Ils prenaient à leur brunch au Penthouse d'Ellie, comme tous les dimanches, une tradition au sein de leur cercle social élitiste. « Je l'ai invité à dîner, » répéta Ellie, sans lever les yeux de son journal. « Une barmaid ? Qui fait du graphisme à côté ?» Victoire secoua la tête. Ellie, mon chéri, tu fais une sorte de crise. Jacques Fournier, le plus vieil ami et associé d'affaires d'Ellie, rit. Laisse-le tranquille, Vic. Peut-être qu'Ellie a enfin décidé de vivre un peu. Je dîne juste avec elle, dit Ellie, agacée par leur réaction. Ce n'est pas grand-chose. C'est une grosse affaire, insista Victoire. Tu es Ellie de Montaigne. Tu as une réputation à maintenir. Que dirait ta mère ? La mâchoire d'Ellie se contracta. Ma mère ne dicte pas ma vie sentimentale. Mais elle t'a pourtant appris mieux que ça, insista Victoire. Tu te souviens ce qui est arrivé à tes parents ? Ton père a jeté 20 ans de mariage pour une secrétaire parce qu'elle le faisait se sentir jeune à nouveau. Tu veux finir comme lui ? Jade n'a rien à voir avec ça, répliqua Ellie. Elle est talentueuse, indépendante et complètement indifférente à mon argent ou à mon statut. C'est ce qu'elles disent toutes au début, avertit Victoire. Mais crois-moi, une fois qu'elle verra comment vit l'autre moitié, elle changera de ton. Elles le font toujours. Ellie se leva, sa patience épuisée. Je crois que le brunch est terminé. Victoire soupira dramatiquement. Très bien, soit. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand elle videra tes cartes de crédit dans 6 mois. Après leur départ, Ellie se servit un scotch et sortit sur son balcon. La ville s'étendait sous lui, un paysage de béton de pouvoir et de prestige qu'il avait passé sa vie à conquérir. Il avait toujours cru que la clé du bonheur était le contrôle, sur son entreprise, ses émotions, ses relations. Mais la rencontre avec Jade avait remué quelque chose en lui. Elle vivait avec une liberté qu'il ne s'était jamais permise. Elle suivait ses passions, disait ce qu'elle pensait et ne semblait pas se soucier de l'opinion des autres. Son téléphone sonna et le nom de sa mère apparut à l'écran. Victoire avait dû l'appeler déjà. Il la laissa sur répondeur. Pour une fois, il ne voulait pas entendre ses avertissements ou ses rappels sur la trahison de son père. Au lieu de cela, il se retrouva à chercher la musique de Marc Rousseau et à la faire jouer via son système audio coûteux. Le jazz riche et plein d'âme emplit son Penthouse stérile, apportant de la chaleur à l'espace froid et moderne. Vendredi ne pouvait arriver assez vite.
Dans le petit appartement de Jade, au-dessus de l'ancien magasin de disques de son père, elle avait des doutes. Sa meilleure amie, Cécile, était assise sur son lit, la regardant essayer et rejeter tenue après tenue. « Ma belle, porte juste ce que tu portes d'habitude », conseilla Cécile. « S'il ne t'aime pas dans tes vêtements de tous les jours, il ne vaut pas ton temps. »« Je sais, » soupira Jade, brandissant une robe vintage. « Je ne veux juste pas avoir l'air de ne pas être à ma place dans le restaurant chic où il va m'emmener. »« Depuis quand te soucies-tu d'être à ta place ?» demanda Cécile. « La Jade que je connais entre dans n'importe quelle pièce comme si elle lui appartenait, qu'elle soit en basket ou en talons. » Jade sourit, se souvenant des conseils de son père. « Marche la tête haute, ma petite. Tu n'as peut-être pas ce qu'ils ont, mais tu as ce dont ils ont besoin. De l'âme. Tu as raison, » dit-elle, posant la robe et saisissant sa veste en velours côtelé préférée. « Je ne vais pas changer qui je suis pour un homme, même un homme avec un bureau d'angle et une vue imprenable. Ça, c'est ma fille, » sourit Cécile. En plus, les garçons riches comme lui ne font que s'encanailler quand ils fréquentent des filles comme nous. Il aura sa dose de vraie vie et retournera ensuite avec des mondaines qui savent quelle fourchette utiliser pour la salade. « Peut-être, » dit Jade, bien que quelque chose lui dise qu'Ellie était différent. Il y avait eu un moment au bar, quand il l'avait défendue contre le client chahuteur, où elle avait vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la condescendance ou de la charité, mais un respect sincère. Pourtant, elle avait déjà été échaudée. Son dernier petit ami, un étudiant en droit issu d'une famille aisée, l'avait caché à ses parents et amis, la traitant comme un secret dont il avait honte. Quand elle l'avait finalement confronté, il avait admis qu'il ne pourrait jamais ramener quelqu'un comme elle à la maison pour rencontrer sa famille. Cela n'arriverait plus. Elle ne le permettrait pas. « Sois juste prudente, » dit Cécile, plus sérieuse maintenant. « Les hommes comme lui sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Ne le laisse pas penser que tu n'es qu'une autre conquête. »« Fais-moi confiance, » répondit Jade, le menton levé avec détermination. « Si Ellie de Montaigne veut sortir avec moi, il devra accepter tout de moi. Mon travail, mes rêves, mes origines. Je ne suis pas là pour lui apprendre à ressentir, et je ne suis certainement pas là pour être son œuvre de charité. » Elle ignorait qu'à l'autre bout de la ville, Ellie pensait à elle et se demandait si, pour la première fois de sa vie, il était prêt à enfreindre toutes les règles qu'il s'était fixées. Le vendredi soir arriva, et Jade se tenait devant l'Arpège, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Elle vérifia son téléphone, 18h55. Elle était en avance, mais elle détestait être en retard. Elle portait son meilleur jean, un haut fluide couleur bordeaux, et la vieille veste en cuir de son père qu'elle avait soigneusement entretenue au fil des ans. Ses boucles naturelles étaient retenues par un foulard vintage, et elle portait les petites boucles d'oreilles en or que son père lui avait offertes pour ses 21 ans. Des gens en vêtements de créateur passaient devant elle pour entrer dans le restaurant, certains lui jetant des regards curieux. Jade leva le menton, refusant de se sentir intimidée. Elle avait sa place ici autant que n'importe qui d'autre. Une élégante voiture noire s'arrêta, et Ellie en sortit. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que son loyer, mais il avait omis la cravate, ce qui le rendait légèrement moins formel que d'habitude. « Vous êtes là » dit-il, l'air presque surpris. « J'avais dit que je le serais » répondit Jade avec un petit sourire. « Vous êtes magnifique » dit Ellie, ses yeux la parcourant. « Merci, je ne possède rien de sophistiqué, alors c'est le mieux que j'ai. » Ellie secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de sophistication. Vous illuminez la pièce telle que vous êtes. » Le compliment la prit au dépourvu, et elle sentit une rougeur monter à ses joues. « On entre » demanda-t-elle, changeant de sujet. À l'intérieur, le maître d'hôtel s'inclina pratiquement devant Ellie. « Monsieur de Montaigne, votre table habituelle est prête. » Ils furent conduits à un coin intime, avec vue sur la ligne d'horizon parisienne. Des bougies vacillaient sur la table, et une douce musique classique jouait en fond. C'était élégant, cher et intimidant. « Vous venez souvent ici » demanda Jade, jetant un œil au menu sans prix. « Parfois pour des dîners d'affaires, » répondit Ellie. « La cuisine est excellente, j'en suis sûre, » dit Jade, parcourant le menu avec une anxiété croissante. Elle ne reconnaissait pas la moitié des plats, et elle était certaine de ne pouvoir s'offrir aucun d'entre eux. Ellie remarqua son malaise. « Puis-je commander pour nous ? Le chef ici crée des plats spéciaux qui ne sont pas sur le menu. » Jade hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr, juste rien de trop étrange, d'accord ? Je suis une fille simple, avec des goûts simples. Faites-moi confiance, » dit Ellie, et pour une raison quelconque, elle le fit. Il commanda en italien courant, impressionnant à la fois le serveur et Jade. Quand le serveur s'en alla, elle haussa un sourcil. « Talent caché, monsieur de Montaigne ?» Ellie sourit. « Ma mère a insisté pour que j'apprenne. Elle croit que l'éducation est la clé du succès.
Elle semble être une femme forte. Elle l'est, acquiesça Ellie. Après que mon père nous ait quittés pour sa secrétaire, elle a reconstruit sa vie à partir de zéro. Elle m'a appris que les seules personnes en qui on peut avoir confiance sont celles qui n'ont rien à gagner de vous. C'est pour ça que vous ne sortez qu'avec des femmes de votre cercle social? Demanda Jade directement. Ellie parut surpris. Vous avez fait vos recherches. Google existe, haussa Jade des épaules. Et puis une amie qui travaillait comme barmaid à la soirée de fin d'année de votre entreprise l'année dernière. Elle m'a parlé de votre politique. Ce n'est pas une politique, se défendit Ellie. C'est une préférence. Basée sur la peur, fit remarquer Jade. Basée sur l'expérience, rétorqua Ellie. Mon père a détruit ma mère quand il l'a quittée pour quelqu'un de plus simple, quelqu'un qui le faisait se sentir jeune et libre. J'ai vu son cœur se briser, et je me suis promis de ne jamais me mettre dans cette situation. Alors vous sortez avec des femmes qui vous veulent pour votre argent et vos relations, plutôt qu'avec des femmes qui pourraient vous vouloir pour vous-même, demanda Jade. Ça me semble illogique. C'est plus sûr, dit Ellie. Nous nous comprenons. Personne ne se blesse, parce que personne n'attend trop. Et ce n'est pas une relation amoureuse, dit Jade. C'est un arrangement commercial. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de leur premier plat, des assiettes délicates de pâtes qui sentaient divinement bon. « Parlez-moi de votre père », dit Ellie, changeant de sujet. « Vous avez dit qu'il vous avait élevé seul ?» L'expression de Jade s'adoucit. « Papa était tout pour moi. C'était un musicien de jazz qui n'a jamais connu un grand succès, mais il jouait avec son cœur. Après le départ de maman, il m'a emmené à tous ses concerts. J'ai grandi dans les clubs de jazz et les magasins de disques, entouré de musique et de rêveurs. Cela ressemble à une enfance haute en couleurs. Ça l'était, sourit Jade. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais nous avions de l'amour. Mon père m'a appris à voir la beauté dans les endroits inattendus. Il disait toujours, « Ma petite, les gens les plus riches sont ceux qui trouvent la joie dans les choses simples. » Fiandi semble sage, dit Elliot. Il l'était. Avant de mourir, il m'a fait promettre de ne jamais me contenter, ni dans mon travail, ni en amour. Il disait, « Ne le laisse pas t'aimer pour ta différence. Laisse-le t'aimer parce que tu es la seule vérité dans un monde de faux-semblants. » Elliot resta silencieux un instant. « Et as-tu trouvé cela? Quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment? »« Pas encore, » admit Jade. « La plupart des hommes me voient soit comme une femme exotique, soit comme un projet. Ils veulent te m'aider, ou ils veulent te montrer à quel point ils sont ouverts d'esprit en sortant avec une fille d'un milieu modeste. Et c'est ce que tu penses que je fais? Demanda Elliot à voix basse. Jade le regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas encore. Pourquoi ne me dis-tu pas pourquoi nous sommes vraiment ici, Elliot? Qu'est-ce que tu attends de moi? Elliot réfléchit attentivement à sa question. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je sais juste que quand je suis avec toi, je me sens différent. Tu me fais remettre en question des choses que j'ai toujours tenues pour acquises. Ce n'est pas une réponse. C'est la plus honnête que j'ai pour l'instant, dit Elliot. Je suis attiré par toi, Jade. Tu ne ressembles à personne que j'ai jamais rencontré. Tu ne fais pas semblant, tu ne me flattes pas, et tu ne sembles impressionné par rien chez moi, sauf peut-être par mes goûts en matière de jazz. Jade ne put s'empêcher de sourire. Tes goûts en matière de jazz sont plutôt bons, pour un costard cravate. Le reste du dîner se déroula plus confortablement. Ils découvrirent une passion commune pour les vieux films, débattirent de la meilleure pizza de Paris et se surprirent à rire plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Au moment du dessert, Jade s'était suffisamment détendue pour lui parler de son rêve d'ouvrir un jour son propre studio de design. « Pourquoi ne le fais-tu pas » demanda Elliot. « Ton travail est excellent. »« L'argent, » dit simplement Jade. « Démarrer une entreprise demande du capital. Entre le loyer, mes prêts étudiants et le maintien du magasin de disques de mon père, je peine à joindre les deux bouts chaque mois. « Je pourrais t'aider, » proposa Elliot immédiatement. L'expression de Jade se referma. « Non, merci. Je n'accepte pas la charité. »« Ce ne serait pas de la charité, » argua Elliot. « Ce serait un investissement. J'investis dans des entreprises prometteuses tous les jours. Et offrirais-tu le même accord à n'importe quel designer talentueux ou juste à celle que tu essaies d'impressionner pendant le dîner ?» rétorqua Jade. Elliot eut la décence de paraître embarrassé. « C'est noté. Mais mon offre tient toujours, en tant que proposition commerciale légitime, pas comme une faveur personnelle. J'y penserai, dit Jade, bien qu'ils sachent tous deux qu'elle ne le ferait pas. Après le dîner, ils marchèrent le long de la Seine, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau. Malgré la fraîcheur de la soirée, Jade se sentait bien au chaud aux côtés d'Elliot. « Il y a une exposition d'art le week-end prochain, » dit Elliot. « Des œuvres modernes, très avant-gardistes. Aimerais-tu y aller avec moi ?» Jade hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Et pourquoi pas ?»
parce que cela ressemble au début de quelque chose, et je ne suis pas sûr que cela puisse fonctionner, admit Jade. Nous venons de mondes différents, Elliot. Tes amis pensent déjà que je ne suis pas à ta hauteur. Ne le nie pas. J'ai vu comment cette hôtesse m'a regardé. Et mes amis pensent que tu t'amuses juste à t'encanailler jusqu'à ce que tu t'ennuies. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Demanda Elliot, se rapprochant d'elle. Je pense que tu me plais plus que je ne l'aurais cru, avoua Jade. Et ça me fait peur. Ça me fait peur aussi, admit Elliot. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que nous avons tous les deux besoin d'avoir un peu peur. Sous le clair de lune, avec Paris pour témoin, Elliot se pencha et l'embrassa. Jade sentit qu'elle répondait, ses bras glissant autour de son cou, tandis que les siens s'enroulaient autour de sa taille. Le baiser fut d'abord doux, puis plus profond, plus urgent. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Je ne suis pas là pour t'apprendre à ressentir », murmura Jade, se souvenant de sa promesse à elle-même. « Bien », répondit Elliot, son front posé contre le sien. « Je veux que tu m'apprennes à rester. » Le lendemain matin, Elliot se réveilla au son de son téléphone qui sonnait. Le nom de sa mère s'affichait à l'écran. Cette fois, il répondit. « Bonjour, maman. »« C'est Elliot, chérie. Il faut que nous parlions. » La voix de Marguerite de Beaumont-Chandon était douce comme de la soie, mais tranchante comme une lame. « Victoire me dit que tu fréquentes quelqu'un d'inapproprié. » Elliot soupira, s'asseyant sur son lit. « Victoire devrait s'occuper de ses affaires. Tes relations sont mes affaires, » insista Marguerite, surtout quand elles peuvent affecter l'entreprise. « Qui est cette fille ?» Victoire a dit qu'elle était une sorte de barmaid. Elle s'appelle Jade Leroy. C'est une graphiste talentueuse qui travaille aussi dans un club de jazz. Et nous n'avons eu qu'un seul rendez-vous, ce n'est donc guère une relation. Pourtant, dit Marguerite, Elliot, as-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Les hommes comme toi ne survivent pas dans ce monde-là. Tu es trop grand pour de petits rêves. Peut-être que je suis fatigué des grands rêves, dit Elliot. Peut-être que je veux quelque chose de réel pour changer. Réel? Railla Marguerite. Qu'y a-t-il de réel chez une fille des quartiers populaires soudainement intéressée par un riche célibataire? Ne sois pas naïf, Elliot. Elle veut ce qu'elle peut obtenir de toi. Tu ne la connais pas, dit Elliot, sa colère montant. Qu'elle a refusé mon offre d'investissement dans son entreprise parce qu'elle ne voulait pas mélanger le personnel et le professionnel. Une tactique habile, dit Marguerite d'un ton désinvolte. Elle se fait désirer. Crois-moi, j'ai déjà vu ça. Ton père aussi pensait que sa secrétaire l'aimait pour lui-même. 5 ans et la moitié de sa fortune plus tard, il a réalisé son erreur. Jade n'est rien de tel, insista Elliot. Elles ne le sont jamais jusqu'à ce qu'elles le soient, dit Marguerite. Je donne un dîner samedi prochain, amène-la. Voyons de quoi elle est vraiment faite. Avant qu'Elliot ne puisse protester, sa mère raccrocha. Il jeta son téléphone sur le lit, frustré. La dernière chose qu'il voulait était de soumettre Jade au regard scrutateur de sa mère, mais refuser ne ferait que rendre Marguerite plus méfiante. Son téléphone vibra avec un message. C'était de Jade. « Merci pour le dîner. J'ai passé un bon moment. Simple, honnête, sans chichi. » Elliot se surprit à sourire en lui répondant « Moi aussi. Exposition d'art le week-end prochain ?» 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Finalement, « Ok, mais cette fois je choisis l'endroit pour le dîner après. Un endroit où les gens normaux mangent. » Elliot éclata de rire. Marché conclu. L'exposition d'art se tenait dans un ancien entrepôt réaménagé, dans un des quartiers en plein essor de Paris. L'endroit était rempli de l'élite parisienne, sirotant du champagne et discutant d'œuvres qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Jade portait une robe vintage qu'elle avait trouvée dans sa friperie préférée, assortie à ses bottes confortables. Elle se sentait déplacée parmi les robes de créateurs et les costumes sur mesure, mais elle refusait de le montrer. « Qu'en penses-tu » demanda Elliot, désignant une grande toile recouverte de ce qui ressemblait à des éclaboussures de couleurs aléatoires. « Je pense que quelqu'un gagne beaucoup d'argent avec très peu d'efforts, dit Jade honnêtement. Elliot rit. Ce petit effort est évalué à 80 000 €. Jade faillit s'étouffer avec son champagne. « Tu plaisantes ? Bienvenue dans le monde de l'art, dit Elliot. Il ne s'agit pas de talent, il s'agit de qui tu connais et de qui soutient ton travail. C'est déprimant, dit Jade. L'art devrait être une question d'expression, pas de connexion. La plupart des choses dans la vie sont une question de connexion, haussa Elliot les épaules. Les affaires, l'art, le succès, tout est une question de qui tu connais, pas d'où je viens, rétorqua Jade. Dans mon monde, il s'agit de travailler dur et d'être bon dans ce que tu fais. Et comment ça marche ? Demanda Elliot, puis il le regretta immédiatement en voyant la douleur traverser le visage de Jade. Je me débrouille très bien, dit-elle avec raideur.
Je n'ai peut-être pas un appartement de luxe ou une entreprise à mon nom, mais je dors bien la nuit en sachant que j'ai gagné chaque euro sur mon compte bancaire. Je ne voulais pas, commença Elliot, mais fut interrompu par une voix qui le fit se crisper. Elliot, chérie, je ne m'attendais pas à te voir ici. Victoire de Saint-André glissa vers eux, élégante dans une robe de créateur, ses yeux fixés sur Jade avec une évaluation froide. Victoire, Elliot hocha la tête. Tu te souviens de Jade? Bien sûr, dit Victoire, son sourire n'atteignant pas ses yeux. La barmaid qui fait de jolies images. Jade se redressa. Et vous êtes l'ami qui colporte des ragots à sa mère. Ravi de vous revoir. Le sourire de Victoire vacilla. Je ne faisais que veiller aux intérêts d'Elliot. Nous sommes amis depuis l'enfance, vous savez, presque comme de la famille. Les bons amis ne colportent pas de ragots, dit Jade d'un ton égal. Victoire se tourna vers Elliot. Ta mère a mentionné que tu venais à son dîner le week-end prochain. Je serai là aussi, bien sûr. Amèneras-tu de la compagnie? La façon dont elle prononça « compagnie » fit clairement comprendre ce qu'elle pensait de Jade. « Oui, je viendrai », dit Elliot fermement, posant son bras autour de la taille de Jade. « Jade se joindra à nous. » Jade le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'un dîner. « Comme c'est progressiste de ta part », dit Victoire avec un sourire pincé. « Marguerite sera ravie. » Après le départ de Victoire, Jade se dégagea de l'étreinte d'Elliot. « Un dîner? Avec ta mère. J'allais te demander correctement, » dit Elliot en s'excusant. « Ma mère a appelé et a insisté. J'allais te suggérer de faire autre chose à la place. »« Non, » dit Jade, sa mâchoire serrée de détermination. « Je veux y aller. Es-tu sûr? Ma mère peut être difficile. »« J'ai eu affaire à des gens difficiles toute ma vie, » dit Jade. « Je n'ai pas peur de ta mère, Elliot. » Mais la vérité était qu'elle était nerveuse. Rencontrer la mère d'Elliot signifiait que cela devenait quelque chose de réel, quelque chose au-delà de quelques rendez-vous décontractés. Cela signifiait s'exposer au jugement et potentiellement au rejet. « Tu n'as rien à leur prouver, » dit Elliot, lisant dans ses pensées. « Si, je dois, » répondit Jade. « Et toi aussi. » La semaine passa vite. Jade fit des heures supplémentaires au Blue Note pour remplacer un collègue malade, termina un projet en freelance pour un café local et passa des heures à fouiller les friperies pour trouver quelque chose d'approprié à porter pour le dîner à l'hôtel particulier des Beaumont-Chandon. Cécile était assise sur le lit de Jade, la regardant essayer des tenues. « Mets juste ce que tu portes d'habitude, » conseilla-t-elle. « Ah, s'il ne t'aime pas pour ce que tu es, alors à quoi bon? »« Je sais, » soupira Jade, « mais je ne veux pas embarrasser Elliot non plus. Ma fille, s'il est embarrassé par toi, il ne te mérite pas, » dit Cécile fermement. « Ce n'est pas si simple, » argua Jade. « Ce dîner est important pour lui, sa mère est importante pour lui. »« Et es-tu importante pour lui ?» demanda Cécile. « Assez importante pour qu'il te défende quand sa mère te regardera inévitablement de haut? »« Je crois que oui, » dit Jade, bien que le doute s'immisce dans sa voix. « Nous nous voyons depuis presque 3 semaines maintenant. Il est différent quand nous sommes seuls, plus réel, moins sur la défensive. »« 3 semaines, ce n'est pas long, » avertit Cécile. « Les hommes comme lui, ils aiment bien s'encanailler un temps, goûter à la vraie vie, puis retourner dans leurs hôtels particuliers et auprès de leurs femmes trophées. Elliot n'est pas comme ça, insista Jade, bien qu'une petite voix dans sa tête lui chuchota qu'elle ne pouvait en être sûre. Au final, elle choisit une simple robe noire qu'elle avait trouvée dans une boutique vintage. Elle était élégante dans sa simplicité, avec des lignes épurées et une coupe classique. Elle l'assortit aux boucles d'oreilles en perles de sa mère, la seule chose qui lui restait de la femme qu'il avait abandonnée, et à sa plus belle paire de talons. Quand Elliot vint la chercher, son expression lui dit qu'elle avait fait le bon choix. « Tu es magnifique, » dit-il, ses yeux chauds d'admiration. « Merci, » dit Jade, se sentant mal à l'aise. « Ça va pour le dîner avec ta mère? »« C'est parfait, » l'assura Elliot. « Mais souviens-toi, peu importe ce qu'ils pensent, ce n'est pas avec eux que je sors, c'est avec toi. Sortir ensemble. » Le mot flottait entre eux, officiel et un peu effrayant. Ils n'avaient pas encore mis de mots sur ce qu'ils faisaient. « C'est ce que nous faisons ?» demanda Jade doucement. « Nous sortons ensemble ?» Elliot lui prit la main. « J'aimerais le penser, à moins que tu n'aies des objections. » Jade sourit. « Pas d'objection. Juste un jour à la fois. »« Un jour à la fois, ça me semble parfait, » acquiesça Elliot portant sa main à ses lèvres. L'hôtel particulier des Beaumont-Chandon était exactement ce à quoi Jade s'attendait, une vaste demeure dans les quartiers les plus huppés de l'ouest parisien, avec des jardins impeccables et une allée circulaire bordée de voitures de luxe. Un majordome leur ouvrit la porte et les conduisit à travers un foyer au sol de marbre jusqu'à un salon qui aurait pu figurer dans AD Magazine.
Marguerite de Beaumont-Chandon se leva d'un canapé ancien, élégante dans un tailleur de créateur, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Son visage était un masque de politesse soigneusement élaboré, mais ses yeux étaient froids, tandis qu'ils évaluaient Jade. « Maman, voici Jade Leroy, » dit Elliot. « Jade, ma mère, Marguerite de Beaumont-Chandon. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame de Beaumont-Chandon, » dit Jade, tendant la main. Marguerite la prit brièvement. « En effet. Elliot m'a parlé de vous. Vous travaillez dans un bar, je crois. Un club de jazz, corrigea Jade doucement. Le Duc des Lombards. Mais mon travail principal est le design graphique. Comme c'est créatif, dit Marguerite, sur un ton qui suggérait que la créativité n'était pas quelque chose qu'elle appréciait particulièrement. Et où avez-vous étudié? Dans une faculté parisienne d'arts appliqués, répondit Jade. J'avais une bourse partielle. Ça, je vois, dit Marguerite d'une manière qui montrait clairement qu'elle trouvait cela insuffisant. Eh bien, les autres invités arrivent. Allons-y. Le dîner était un rassemblement de l'élite parisienne, des leaders d'affaires, de vieilles familles de la bourgeoisie et quelques célébrités. Victoire était là avec son mari, un dirigeant bancaire de 20 ans son aîné. Elle fit la bise à Jade avec une fausse chaleur, puis l'entraîna immédiatement dans une conversation avec plusieurs autres femmes. « Alors, Jade, racontez-nous comment vous avez rencontré Elliot » demanda une femme. C'est si inhabituel pour lui de fréquenter en dehors de son cercle. « Nous nous sommes rencontrés à son bureau », dit simplement Jade. « Je livrais un travail de design pour un client. »« Comme c'est pittoresque », dit Victoire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et que pense votre famille de votre relation avec l'un des partis les plus recherchés de Paris ?»« Mon père est décédé il y a 2 ans, » dit Jade. « Mais il m'a appris à juger les gens par leur caractère, pas par leur compte en banque. Quelle vision démocratique de sa part ?» dit Victoire avec un léger sourire en coin. « Et Elliot passe-t-il le test de caractère ?»« Jusqu'à présent, » répondit Jade d'un ton égal. À travers la pièce, Elliot était pris au piège d'une conversation avec sa mère et plusieurs associés d'affaires. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à Jade, visiblement préoccupé par la façon dont elle était traitée. « Votre jeune femme est assez inhabituelle, Elliot, » commenta un homme plus âgé. « Pas votre genre habituel. »« Non, elle ne l'est pas, » acquiesça Elliot. « Elle est mieux. » Marguerite fronça les sourcils. « Elliot, chérie, personne ne remet en question son charme. Mais tu dois sûrement voir qu'il y a certaines considérations pratiques. »« Quelles considérations, maman ?» demanda Elliot, son ton l'avertissant de marcher sur des œufs. « La compatibilité sociale, pour commencer, » dit Marguerite. « Les connexions professionnelles, pour une autre. La bonne épouse peut ouvrir des portes qui resteraient autrement fermées. »« Épouse ?» Elliot haussa un sourcil. « Nous sortons ensemble depuis 3 semaines. Personne ne parle de mariage. »« Pas encore, » acquiesça Marguerite. « Mais il n'est jamais trop tôt pour penser à une adéquation à long terme. Les hommes dans votre position ont des responsabilités, Elliot, vis-à-vis du nom de la famille, vis-à-vis de l'entreprise. La seule responsabilité que j'ai est envers mon propre bonheur, » dit Elliot fermement. « C'est ce que ton père disait, » répliqua Marguerite sèchement, juste avant de jeter 20 ans de mariage pour un joli visage et une attitude insouciante. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, le dîner fut annoncé. Il se dirigea vers Jade, lui prenant la main en signe de soutien. « Comment te sens-tu » murmura-t-il. « J'ai déjà été mieux, » admit Jade. « Ton amie Victoire est un sacré numéro. »« Ignore-la, » conseilla Elliot. « Elle est jalouse. »« De quoi ?»« De la façon dont je te regarde, » dit simplement Elliot. Le dîner lui-même fut un événement élaboré. Plusieurs plats servis sur de la porcelaine fine par un personnel silencieux. Jade observait attentivement quelle fourchette les autres utilisaient, déterminée à ne pas s'embarrasser ni embarrasser Elliot. La conversation tourna autour de sujets qu'elle connaissait peu. Portefeuille boursier, séjour à Gstad, grandes écoles privées. Occasionnellement, quelqu'un lui posait une question, généralement avec un air de condescendance à peine déguisé en intérêt. « Et quelles sont vos ambitions, Jade ?» demanda Marguerite pendant le dessert, faisant taire la table. « Vous ne comptez sûrement pas faire la barmaid toute votre vie ?»« Je veux ouvrir mon propre studio de design, » dit Jade avec confiance. « J'épargne et je développe ma clientèle. »« Comme c'est entreprenant, » dit Marguerite. « Bien qu'il doive être difficile d'épargner beaucoup avec un salaire de barmaid. »« Maman, » Elliot la prévint. « C'est une question légitime, » se défendit Marguerite. « L'ambition professionnelle est importante dans une relation. »« Tu l'as toujours dit toi-même, Elliot. Je me débrouille très bien, » dit Jade fermement. « Je ne mesure pas le succès à la taille de mon compte en banque, Madame de Beaumont-Chandon. Je le mesure à ma fierté du travail que je fais. » Un joli sentiment. Marguerite sourit finement. «
Bien que les sentiments ne paient pas les factures, n'est-ce pas? Non, le travail acharné le fait, répondit Jade. Quelque chose dont je n'ai pas peur. La tension à table était palpable. Elliot plaça sa main sur celle de Jade sous la table, un signe de soutien silencieux. Après le dîner, les invités se dirigèrent vers la terrasse pour le café et les digestifs. Jade s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul pour reprendre son souffle. La soirée avait été plus stressante qu'elle ne l'avait anticipé, chaque mot, chaque geste étant jugé en silence. Alors qu'elle revenait, elle entendit Marguerite et Victoire parler dans la bibliothèque, la porte légèrement entr'ouverte. « Elle ne lui convient absolument pas », disait Victoire. « Aucune connexion, aucun pédigré, rien à offrir sinon un joli visage. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Marguerite. « Ça ne durera pas. Elliot traverse juste une phase. Il se rebelle contre la pression de s'établir. Une fois qu'il aura évacué ça, il retrouvera la raison. »« Casse, et s'il ne le fait pas ?» demanda Victoire. « Alors je devrais le ramener à la raison, » dit Marguerite fermement. « Je n'ai pas reconstruit la fortune et la réputation de cette famille juste pour le regarder la gaspiller avec une fille des quartiers populaires. Les hommes comme Elliot ne survivent pas dans ce monde-là. Il est trop grand pour de petits rêves. » Jade recula, le cœur battant. Elle savait que Marguerite ne l'approuverait pas, mais entendre le mépris froid dans sa voix était tout de même douloureux. Ce qui faisait plus mal, c'était l'implication qu'Elliot finirait par se lasser d'elle, qu'elle n'était qu'une distraction temporaire. Elle trouva Elliot sur la terrasse, contemplant le jardin. « Je dois partir », dit-elle doucement. Elliot se retourna, de l'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien », mentit Jade. « Je viens de me souvenir que j'avais promis d'aider Cécile avec quelque chose demain matin. J'ai besoin de dormir. » Elliot ne la crut visiblement pas, mais il hocha la tête. « Je te raccompagne. » Le trajet de retour vers son appartement fut silencieux. Jade regarda par la fenêtre, se demandant si elle ne faisait pas une erreur en s'impliquant avec un homme dont le monde était si différent du sien, dont la mère complotait déjà pour mettre fin à leur relation. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Elliot coupa le moteur. « Vas-tu me dire ce qui s'est vraiment passé ?» Jade soupira. « J'ai surpris ta mère et Victoire en train de parler. Elle ne pense pas que je suis assez bien pour toi. Ta mère a dit que tu traversais juste une phase, et qu'une fois que tu l'aurais évacuée, tu retrouverais la raison. » La mâchoire d'Elliot se serra. « Je suis désolé que tu aies entendu ça. Ma mère ne parle pas en mon nom. »« N'est-ce pas ?» rétorqua Jade. « Tu as vécu toute ta vie selon ses règles, Elliot, ne sortant qu'avec des femmes qu'elle approuve, des femmes de ton monde. Qu'est-ce qui se passera quand la nouveauté de sortir avec moi s'estompera? Décideras-tu qu'elle avait raison depuis le début? C'est ce que tu penses de moi ?» demanda Elliot, de la douleur dans la voix. « Que tu n'es qu'une nouveauté. Je ne sais pas quoi penser, » admit Jade. « Nous nous connaissons depuis moins d'1 mois. Peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que nous nous faisons des illusions en pensant que cela pourrait marcher. »« Je ne crois pas ça, » dit Elliot fermement. « Ce que je ressens pour toi est réel, Jade, plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. Les sentiments changent, » dit Jade doucement. « Et quand ils changent, les gens se blessent. Alors tu veux mettre fin à cela avant que ça ne commence vraiment ?» demanda Elliot. « Parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver ?»« Je veux être intelligente, » répondit Jade. « J'ai déjà été blessée, Elliot. Je ne peux pas revivre ça. »« Je ne te ferai pas de mal, » promit Elliot, lui prenant la main. « Tu ne peux pas promettre ça, » dit Jade. « Personne ne le peut. » Ils restèrent silencieux un long moment, le poids de leur monde différent pesant sur eux. « Je devrais y aller, » dit finalement Jade, ouvrant la portière de la voiture. « Jade, attends, » appela Elliot. « Donne-nous une chance, s'il te plaît. Je ne te demande pas l'éternité pour l'instant. Je te demande juste une chance de te montrer que ce que nous avons vaut la peine qu'on se batte pour. » Jade le regarda, tiraillé entre son cœur et sa raison. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut, » dit Édouard. « Je serai là quand tu seras prête. » En montant vers son appartement, Jade sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait su dès le début que s'engager avec Édouard de Montaigne était un risque. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était à quel point il serait douloureux de partir. Pendant la semaine qui suivit, Jade se jeta à corps perdu dans le travail. Elle prit des quarts supplémentaires au reflet bleu, acheva 3 projets de design en freelance et passa des heures à organiser la collection de disques de son père à la boutique. Tout pour l'empêcher de penser à Édouard de Montaigne et aux choix impossibles auxquels elle était confrontée. Cécile la regarda avec une inquiétude croissante. « Tu ne peux pas l'éviter éternellement, » dit-elle un soir, alors qu'elle fermait le magasin de disques ensemble. « Je ne l'évite pas, » insista Jade. « Je réfléchis. Depuis une semaine ?» Cécile haussa un sourcil. « Ma belle, tu te caches, et ce n'est pas ton genre. » Jade soupira.
s'enfonçant dans le vieux fauteuil de son père derrière le comptoir. « Qu'est-ce que je suis censé faire, Cécile? Sa mère me déteste. Ses amis me regardent de haut. Nos mondes ne pourraient pas être plus différents. La seule chose qui compte, c'est ce qu'il ressent pour toi, dit Cécile, et ce que tu ressens pour lui. Ce n'est pas si simple. L'amour n'est jamais simple. » Cécile haussa les épaules. « Mais ça ne veut pas dire que tu dois le fuir. »« Sam, qui a parlé d'amour ?» protesta Jade. Cécile lui lança un regard entendu. « Ton visage le dit chaque fois que quelqu'un prononce son nom. » Avant que Jade ne puisse répondre, la clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta. Elles levèrent toutes les deux les yeux, surprises d'avoir un client si près de l'heure de fermeture. C'était Édouard. Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, vêtu de manière plus décontractée que Jade ne l'avait jamais vu. Un jean, une simple chemise boutonnée et une veste en cuir. Il tenait un petit paquet dans les mains. « Salut !» dit-il, les yeux fixés sur Jade. « Salut !» répondit-elle, son cœur battant la chamade. Cécile les regarda tour à tour et sourit. « Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose d'important à faire. Ferme bien quand tu auras fini, Jade. » Elle attrapa son sac et serra l'épaule de Jade en passant. « Ravi de te revoir, Édouard. » Après le départ de Cécile, le silence emplit la boutique. Édouard s'approcha lentement du comptoir, observant les rangées de vinyles et les affiches vintage. « Alors, c'était l'endroit de ton père, dit-il. » Jade hocha la tête. « Il l'a ouvert il y a 20 ans. C'était son rêve, un endroit où les mélomanes pouvaient trouver des trésors qui n'étaient pas dans les magasins grand public. »« Ça a du caractère, » dit Édouard, passant ses doigts sur une étagère d'albums de jazz. « Comme toi. » Jade sentit sa détermination faiblir. « Pourquoi es-tu ici, Édouard ? »« Parce que tu me manques, » dit-il simplement. « Et parce que j'ai quelque chose pour toi. » Il posa le paquet sur le comptoir entre eux. Jade hésita, puis le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait un vinyle vintage, le premier et unique album de son père, enregistré il y a des décennies avec un petit label de jazz. Il était incroyablement rare. La propre copie de Jade avait été endommagée lors d'un déménagement il y a des années. « Comment as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai des contacts, » dit Édouard avec un léger sourire. « Ce n'était pas facile, mais je savais à quel point cela aurait de la valeur pour toi. » Jade passa ses doigts sur la pochette, les larmes lui montant aux yeux. « C'est... Merci. Je n'essaie pas d'acheter ton affection, » dit Édouard rapidement. « Je voulais juste te montrer que je fais attention, que je me soucie de ce qui compte pour toi. »« Je sais, » dit Jade doucement, « et ça compte beaucoup. » Édouard contourna le comptoir pour se tenir à ses côtés. « Tu m'as manqué, Jade. Cette dernière semaine a été... vide. J'avais besoin de temps, » expliqua Jade, « pour savoir si ce que nous vivons a un sens. » Et, Édouard demanda, l'espoir et la peur se mêlant dans sa voix. « Et je ne suis toujours pas sûr, » avoua Jade. « Mais tu m'as manqué aussi. » Édouard lui tendit la main, et elle le laissa la prendre. « Je me fiche de ce que ma mère pense, ou Victoire, ou qui que ce soit d'autre. Quand je suis avec toi, je me sens moi-même pour la première fois depuis des années. Pas Édouard de Montaigne, PDG, mais juste Édouard. C'est ce qui me fait peur, confessa Jade. Et si ce sentiment ne durait pas? Et si tu te réveillais un jour et réalisais que tu veux retrouver ta vie d'avant, celle où tout est assorti et a du sens? Je ne veux jamais retourner à cette vie, dit Édouard fermement. Ce n'était pas réel, c'était sûr, mais c'était vide. Tu dis ça maintenant, dit Jade, mais nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. Ce n'est pas assez long pour bousculer toute ta vie. Parfois 1 mois suffit, Édouard rétorqua. Mon père avait l'habitude de dire que la plupart des décisions commerciales importantes se prenaient dans les 30 premières secondes d'une réunion. Le reste n'est que de la paperasse. Malgré elle, Jade sourit. Je ne suis pas une décision commerciale, Édouard. Non, acquiesça-t-il, s'approchant. Tu es bien plus importante que ça. Il lui encadra doucement le visage, ses yeux demandant permission. Jade hocha légèrement la tête, et il l'embrassa, doucement d'abord, puis avec une intensité croissante. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. « Je ne sais pas si cela va marcher, » Jade murmura contre ses lèvres, « mais je veux essayer. C'est tout ce que je te demande, » Édouard dit, la serrant fort. « Une chance de te montrer que ce que nous avons vaut la peine d'être défendu. » Les quelques semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Jade. Elle et Édouard trouvèrent leur rythme, trouvant des moyens de fusionner leurs mondes différents. Il la rejoignait aux lectures de poésie et aux soirées jazz. Elle l'accompagnait au dîner d'affaires et au vernissage. Ils apprirent à naviguer entre les sourcils levés et les commentaires chuchotés, puisant leurs forces l'un dans l'autre. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le parc Monceau près de l'appartement de Jade, Édouard aborda un sujet inattendu,
Il y a un gala de bienfaisance le week-end prochain, dit-il, pour l'éducation des enfants. Montaigne NC est un sponsor majeur et je suis censé y assister. Ça a l'air très chic, Jade commenta. Ça l'est, Édouard admit. Tenue de soirée exigée, champagne à flot, tout le tralala. Mais j'aimerais que tu viennes avec moi, comme ma compagne. Jade s'arrêta de marcher. Es-tu sûr? Ta mère sera là, n'est-ce pas? Et tous tes associés. Exactement, Édouard dit. Je veux qu'ils voient tout ce qui j'ai choisi d'avoir à mes côtés. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour toi, Jade. Je veux officialiser les choses. Officialiser? Jade répéta. Je veux que tout le monde sache que tu n'es pas juste une aventure ou une passade. Édouard expliqua. Tu es la femme dont je suis en train de tomber amoureux. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Édouard semblait aussi surpris que Jade, comme s'il n'avait pas prévu de le dire, mais ne pouvait le retenir. L'amour? Jade répéta, sa voix menue. Édouard prit ses deux mains dans les siennes. Oui, l'amour. Je sais que c'est rapide et je sais que ça fait peur, mais c'est vrai. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Jade Delorme. Et je me fiche de qui le sait. Jade sentit les larmes lui piquer les yeux. Je suis amoureuse de toi aussi, avoua-t-elle, et ça me terrifie. Pourquoi? Édouard demanda doucement. Parce que je n'ai jamais rien eu d'aussi bon dans ma vie, Jade confessa. Et j'ai peur de le perdre, de te perdre. Tu ne me perdras pas, Édouard promit. Pas si j'ai mon mot à dire. Ils scellèrent la promesse d'un baiser, alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Pour ce moment, du moins, leur monde différent n'avait pas d'importance. Ils n'étaient que deux personnes amoureuses, affrontant l'avenir ensemble. La nuit du gala de bienfaisance arriva, et Jade se tenait devant son miroir, le trac lui nouant l'estomac. Après de nombreuses recherches, elle avait trouvé une robe noire vintage dans un dépôt-vente, simple mais élégante, avec des perles délicates le long de l'encolure. Elle l'avait assortie aux perles de sa mère et aux petites puces d'oreilles en diamant qu'Édouard lui avait offertes pour leur premier mois ensemble, malgré ses protestations concernant la dépense. Cécile l'avait aidé à coiffer ses boucles naturelles en un chignon élégant, et pour une fois, Jade avait laissé son amie la convaincre de se maquiller plus que d'habitude. « Tu as l'air d'une star de cinéma », Cécile déclara, reculant pour admirer son travail. « J'ai l'impression de me déguiser, Jade admit. »« Non, » Cécile secoua la tête. « Tu as l'air de toi, juste toi, en plus chic. » Quand Édouard arriva pour la chercher, son expression d'admiration confirma l'évaluation de Cécile. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, » dit-il, sa voix révélant une profonde admiration. Jade rougit. « Tu es très élégant, toi aussi. » Édouard était élégant dans son smoking, mais c'est la fierté dans ses yeux en la regardant qui fit battre le cœur de Jade la chamade. Il se fichait vraiment de ce que les autres pensaient. Ce soir, il était fier de l'avoir à son bras. Le gala se tenait au grand salon du Ritz, l'un des lieux les plus historiques et élégants de Paris. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et la pièce était remplie de l'élite parisienne, dans leur plus belle tenue. Dès leur entrée, Jade sentit le poids de centaines de regards sur eux. Elle redressa sa colonne vertébrale et leva le menton, puisant dans la confiance de son père. « Marche la tête haute, ma petite », avait-il l'habitude de dire. « Ta place est partout où tu décides qu'elle doit être. » Édouard garda sa main dans le creux de ses reins, une présence stable et rassurante alors qu'il se frayait un chemin dans la foule. Il la présenta à des associés, des politiciens et des célébrités avec le même sourire fier. « Voici Jade Delorme, ma petite amie », disait-il à chaque fois. Le mot « petite amie » prononcé avec une affection indéniable. La plupart des gens étaient polis, bien que quelque peu surpris. Quelques-uns étaient sincèrement chaleureux, en particulier les épouses des collègues plus âgés d'Édouard, qui semblaient trouver son infatuation évidente, charmante. Puis Madame de Montaigne apparut devant eux, élégante en bleu nuit, son sourire pincé, tandis qu'elle voyait Jade au bras de son fils. « Édouard, mon chéri », elle lui fit une bise légère sur la joue. « Et mademoiselle Delorme, quelle surprise de vous voir ici. Jade est ma cavalière, maman. » Édouard dit fermement. « Qu'elle est magnifique, n'est-ce pas ?» Le sourire de Madame de Montaigne n'atteignait pas ses yeux. En effet, c'est une jolie robe vintage. La façon dont elle prononça « vantage » laissa entendre clairement qu'elle savait que ce n'était pas une robe de créateur. Jade refusa d'être embarrassée. « Merci, Madame de Montaigne. J'ai toujours cru que le vrai style était intemporel. » Les yeux de Madame de Montaigne se plissèrent légèrement face aux reproches implicites. « Comme c'est philosophique de votre part. Édouard, le sénateur Dubois, vous cherchait. Quelque chose à propos de l'initiative technologique dont vous avez discuté le mois dernier. »« Il peut attendre, » Édouard dit. « Je vais d'abord chercher un verre pour Jade. »« Ne sois pas impoli, Édouard, » Madame de Montaigne réprimanda.
Le sénateur est un homme très occupé. Je tiendrai compagnie à mademoiselle Delorme pendant que vous lui parlerez. » Édouard hésita, regardant Jade. Elle lui fit un petit signe de tête. « C'est bon, » l'assura-t-elle. « Vas-y, je peux me débrouiller. » Après qu'Édouard fut parti à contre-cœur, l'attitude de madame de Montaigne changea instantanément. Le sourire poli disparut, remplacé par une évaluation froide. « Ne faisons pas semblant, mademoiselle Delorme, dit-elle. Nous savons toutes les deux ce que c'est. »« Et qu'est-ce que c'est, madame de Montaigne ?» Jade demanda calmement. « Une passade, » madame de Montaigne dit avec dédain. « Une rébellion. Édouard a toujours été têtu, même enfant. Plus je le pousse, plus il résiste. Ou peut-être qu'il sait ce qu'il veut, » Jade suggéra. « Et ce que son cœur lui dicte. » Madame de Montaigne rit, un son cassant. « Le cœur, ma chère. Les hommes comme Édouard ne se laissent pas guider par leur cœur. Ils n'en ont pas les moyens. Avez-vous la moindre idée de ce qui est en jeu? Montaigne, en si, emploie des milliers de personnes. Les décisions d'Édouard affectent des vies, des économies, des avenirs. Il n'a pas le luxe de suivre ses impulsions. L'amour n'est pas une impulsion, Jade dit doucement. Les yeux de madame de Montaigne s'écarquillèrent. L'amour? Vous a-t-il dit cela? Jade resta silencieuse, mais son expression dut le confirmer. Oh, pauvre enfant naïve! Madame de Montaigne dit, presque avec pitié. Édouard dit beaucoup de choses dans le feu de l'action. Il est passionné, impulsif, mais la réalité l'emporte toujours à la fin. Quelle réalité? Jade la défia. La réalité que vous n'avez rien en commun. Madame de Montaigne dit crûment. Pas de milieu partagé, pas d'expérience commune, pas d'avenir partagé. Que se passe-t-il quand l'excitation s'estompe? Quand il veut discuter de stratégie commerciale ou de portefeuille d'investissement et que vous voulez parler de disques de jazz et de poésie. Nous trouvons un terrain d'entente, Jade dit. C'est ce que font les gens qui tiennent les uns aux autres. Madame de Montaigne secoua la tête. Le terrain d'entente, c'est là où les rêves meurent, mademoiselle Delorme. Édouard a été élevé pour la grandeur. Il a des responsabilités, des attentes, un héritage à maintenir. « Et vous ne pensez pas que je corresponde à cet héritage ?» Jade déclara. « Le croyez-vous » Madame de Montaigne rétorqua. « Soyez honnête avec vous-même. Vous imaginez-vous organiser des dîners pour des sénateurs et des PDG, gérer plusieurs demeures, rejoindre des conseils d'administration et des comités? C'est le monde d'Édouard. » Jade hésita, le doute s'insinuant malgré tous ses efforts. Le pourrait-elle? Le voudrait-elle seulement? Madame de Montaigne pressa son avantage. Édouard a besoin d'une partenaire qui renforce sa position, pas qui l'affaiblit. Quelqu'un qui comprend le monde dans lequel il vit parce qu'elle y est née, tout comme lui. Quelqu'un comme Victoire, Jade dit, les pièces du puzzle se mettant en place. Victoire serait un excellent parti. Madame de Montaigne acquiesça. Ils ont une histoire, des relations partagées, des objectifs compatibles. Mais ils ne l'aiment pas, Jade fit remarquer. L'amour s'estompe, Madame de Montaigne dit avec certitude. Croyez-moi sur ce point. J'ai aimé le père d'Édouard de tout mon cœur. Ça ne l'a pas empêché de partir quand quelqu'un de nouveau, de plus excitant est apparu. Pour la première fois, Jade vit au-delà de l'extérieur froid de madame de Montaigne, la blessure sous-jacente. Il ne s'agissait pas seulement de statut social ou de relations d'affaires. Madame de Montaigne essayait de protéger son fils de la douleur qu'elle avait elle-même ressentie. « Je ne ferai pas de mal à Édouard », Jade dit doucement. « Pas intentionnellement, peut-être », madame de Montaigne concéda. Mais la peine viendra quand même, quand la nouveauté s'estompera, quand la réalité s'installera, quand vous réaliserez tous les deux que certains fossés ne peuvent pas être comblés. Avant que Jade ne puisse répondre, Édouard revint, son expression s'assombrissant, tandis qu'il sentait la tension entre les deux femmes. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant de sa mère à Jade. « Parfaitement bien », madame de Montaigne dit avec fluidité. « Nous faisions simplement plus ample connaissance. Si vous voulez bien m'excuser, je vois que monsieur le maire est arrivé. » Elle s'éloigna avec grâce, élégante et intouchable. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Édouard demanda une fois que sa mère fut hors de portée de voix. « Rien que je n'attendais pas, » Jade dit, essayant de garder sa voix stable. « Elle pense que je ne suis pas faite pour toi, que nous sommes trop différents. Que ça ne durera pas. » La mâchoire d'Édouard se crispa. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû te laisser seule avec elle. C'est bon. » Jade l'assura, bien qu'en vérité, les mots de madame de Montaigne l'avaient secouée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Elle essaie juste de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. » Édouard dit fermement. « Surtout pas de ta part. » Il l'attira plus près. Et avant que Jade ne puisse réagir, il l'embrassa, là, au milieu du grand salon, devant l'élite parisienne, y compris sa mère désapprobatrice. Ce n'était pas un baiser ostentatoire,
mais un baiser tendre, rempli de réconfort et de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Jade prit conscience des murmures et des regards autour d'eux. Édouard de Montaigne, embrassant une inconnue en public. Ce serait partout dans les rubriques mondaines demain. « Danse avec moi », Édouard dit, l'amenant à la piste de danse. Tandis qu'il se balançait au rythme de la musique, Jade posa sa tête sur son épaule. « Ta mère ne m'acceptera jamais », murmura-t-elle. « Elle le fera », Édouard dit avec confiance. « Une fois qu'elle verra à quel point tu me rends heureux, à quel point je suis meilleur avec toi qu'en ton absence. Et si ce n'est pas le cas, alors ce sera sa perte, » Édouard dit, « parce que je ne te laisserai pas tomber, ni pour elle, ni pour personne. » Jade voulait le croire. Mais alors qu'elle apercevait Madame de Montaigne, les observant de l'autre bout de la pièce, son expression froide et calculatrice, le doute lui chuchota à l'oreille. Et si Madame de Montaigne avait raison? Et si leur différence était trop grande? Et si l'amour ne suffisait pas? Le lendemain matin, Jade fut réveillée par les vibrations répétées de son téléphone. Elle le saisit avec lassitude, se demandant qui pouvait bien lui envoyer des messages aussitôt un dimanche. C'était Cécile. « Appelle-moi maintenant. Urgence. » Inquiète, Jade appela immédiatement son amie. « Tu l'as vu ?» Cécile demanda sans préambule. « Vu quoi ?» Jade demanda encore à moitié endormie. « L'article. C'est partout sur les réseaux sociaux. Un blog d'affaires a publié un article sur toi et Édouard. » Complètement réveillée maintenant, Jade se redressa. « Quel article? Qu'est-ce qu'il dit ?»« Ce n'est pas bon, J. » Cécile la prévint. « Je t'envoie le lien maintenant. » Le téléphone de Jade émit un signal pour un message. Elle l'ouvrit et trouva un article de Paris Affaires Actualités, intitulé « Le projet caritatif de Montaigne, la dernière passade du PDG fait sourciller ». L'estomac lui tomba alors qu'elle commençait à lire. L'élite financière parisienne a été choquée hier soir lorsque Édouard de Montaigne, PDG de Montaigne & et l'un des célibataires les plus convoités de la capitale, est arrivé au gala de l'éducation des enfants, avec une compagne inattendue, Jade Delorme, barmaid et designer freelance d'un quartier populaire de l'Est parisien, semblait déplacée parmi les personnalités influentes de la ville, amenant beaucoup à remettre en question le jugement d'Édouard et ses motivations. « C'est une rébellion classique », déclare une source proche de la famille de Montaigne. Édouard a toujours repoussé les limites, mais cela va au-delà des risques commerciaux. Fréquenter quelqu'un d'un rang social aussi clairement inférieur semble calculé pour provoquer sa mère, Madame de Montaigne, qui espérait depuis longtemps que son fils s'établirait avec quelqu'un de convenable. D'autres suggèrent un motif différent. Certains hommes aiment jouer les sauveurs, a commenté un autre initié. Ils sortent avec des femmes de milieux socio-économiques moins favorisés parce que cela leur donne un sentiment de puissance, comme s'ils sauvaient Cendrillon. Cela dure rarement une fois que la nouveauté s'estompe. Quelles que soient les motivations d'Édouard, cette relation est devenue le sujet de conversation de la communauté des affaires parisiennes. Sera-ce une passade, ou l'un des hommes les plus puissants de Paris est-il vraiment tombé amoureux de sa Cendrillon des temps modernes? Quoi qu'il en soit, des sources proches de la famille affirment que Madame de Montaigne est profondément préoccupée par le dernier choix de son fils. Quant à Mademoiselle Delorme, qu'elle soit une arriviste calculatrice ou un véritable intérêt romantique, elle a certainement captivé l'attention de l'élite parisienne. Pour l'instant, Jade se sentait mal. L'article était cruel, dédaigneux et douloureusement public. Il y avait même une photo d'elle et d'Édouard en train de danser, avec une légende qui disait « Le projet caritatif de Montaigne. Le PDG danse avec sa dernière passade au gala de l'éducation des enfants hier soir. »« Jade, tu es toujours là ?» La voix de Cécile se fit entendre au téléphone. « Oui, » dit Jade, sa voix sourde. « Je suis là. »« C'est n'importe quoi, » Cécile dit fermement. « Ne te laisse pas atteindre. » Mais il était déjà trop tard pour cela. Les mots avaient transpercé sa confiance comme un couteau, un projet caritatif, une rébellion, bien en dessous de sa position sociale. Toutes ses peurs mises à nu en noir et blanc pour que le monde les voie. Son téléphone vibra avec un autre appel. Édouard. Elle ne pouvait pas lui parler tout de suite, pas tant que la blessure était si fraîche. Elle laissa le message sur le répondeur. Quelques minutes plus tard, un SMS de lui. « J'ai vu l'article. C'est de la poubelle. S'il te plaît, rappelle-moi. » Puis un autre. « Jade, s'il te plaît. Ne les laisse pas gagner. » Et un autre. « J'arrive. » Jade répondit rapidement par SMS. « Ne viens pas. J'ai besoin de temps. » Sa réponse fut immédiate. Combien de temps? Elle ne savait pas comment répondre à ça. Combien de temps fallait-il pour se remettre d'une humiliation publique? Combien de temps pour reconstruire la confiance qui avait été brisée?
Combien de temps pour décider si l'amour valait ce genre de douleur? Je ne sais pas, répondit-elle finalement. Je t'appellerai quand je serai prête. Elle éteignit son téléphone et se recroquevilla dans son lit, tirant les couvertures sur sa tête comme si elle pouvait se cacher du monde et de ses cruels jugements. Le pire n'était même pas l'article lui-même, c'était le doute qu'il avait semé. Et s'ils avaient raison? Et si elle n'était qu'une nouveauté, une rébellion, une passade? Et si Édouard la voyait vraiment comme une sorte de projet caritatif? Elle se souvint des mots de Madame de Montaigne la nuit précédente. Le terrain d'entente, c'est là où les rêves meurent. Peut-être n'y avait-il pas de terrain d'entente pour eux. Peut-être se faisaient-ils des illusions en pensant pouvoir combler des mondes si éloignés. Pendant 3 jours, Jade évita tout le monde. Elle se fit porter pâle aux reflets bleus, refusa des travaux en freelance et garda son téléphone éteint. Elle avait besoin d'espace pour penser, pour digérer, pour décider ce qu'elle voulait vraiment. Le 4e jour, elle ralluma enfin son téléphone. Il explosa immédiatement de notifications, appels manqués, SMS, messages vocaux. La plupart venaient d'Édouard, de plus en plus inquiet. Certains venaient de Cécile, qui prenait de ses nouvelles. Quelques-uns venaient de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Probablement des journalistes, cherchant un commentaire sur l'article. Elle était sur le point d'appeler Cécile quand on frappa à sa porte. Avec prudence, elle regarda par le Judas, s'attendant à voir Édouard. Au lieu de cela, c'était le vieil ami et mentor de son père, oncle Raymond, l'homme qui l'avait présenté au reflet bleu la nuit où Édouard l'avait entendu chanter pour la première fois. Elle ouvrit la porte. « Oncle Raymond, que fais-tu ici ?» Raymond, un homme grand d'une 60aine d'années au dreadlock poivre et sel, la regarda avec inquiétude. « Je passe voir comment tu vas, ma petite. Tu n'es pas venue au swing parisien depuis des jours. On s'inquiète. » Jade soupira, reculant pour le laisser entrer. « Ça va, j'avais juste besoin de temps seul. » Raymond parcourut l'appartement du regard, observant la vaisselle non lavée et le tas de couvertures sur le canapé. Tu as l'air d'aller très bien. » Jade esquissa un petit sourire. « Bon, peut-être pas très bien, mais je gère. » En te cachant, Raymond haussa un sourcil. « Ce n'est pas la Jade Roux que je connais. Ce n'est pas la fille de Marc. » La mention de son père fit monter les larmes aux yeux de Jade. « Il me manque, oncle Raymond. Il saurait quoi me dire en ce moment. » Raymond s'assit à côté d'elle sur le canapé, sa présence réconfortante et familière. « Ton père était l'homme le plus sage que j'ai jamais connu. Tu sais ce qu'il disait à propos de l'amour ?» Jade secoua la tête. Il disait « L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un de parfait, c'est voir quelqu'un parfaitement. » Cet homme pouvait voir au-delà de l'âme des gens. Raymond lui prit la main. « Que vois-tu quand tu regardes ce Elliot ?» Jade y réfléchit. « Je vois quelqu'un qui a passé toute sa vie à suivre des règles, celles de sa mère, celles de la société. Quelqu'un qui n'apprend que maintenant qui il est vraiment. Quelqu'un qui me fait me sentir valorisé et écouté. Et lui, te voit-il? La vraie, toi? Je crois que oui, dit doucement Jade. Il n'essaie pas de me changer. Il semble aimer les choses qui me rendent différente des femmes qu'il fréquente habituellement. Alors pourquoi te caches-tu de lui? Jade soupira. Parce que j'ai peur, oncle Raymond. Peur que ce que nous avons ne puisse pas durer. Que nos mondes soient trop différents. Que je finisse par être blessé. La peur est une voleuse, ma petite, dit Raymond. Elle te dérobe ta joie, ta paix, tes chances. Ton père n'a jamais laissé la peur l'empêcher d'aimer ta mère, même si tout le monde lui disait que ça ne marcherait pas. Un célèbre musicien de jazz et une bibliothécaire tranquille de banlieue, les gens disaient qu'ils étaient trop différents. Et ils avaient raison, fit remarquer Jade. Maman est partie quand j'avais 3 ans. Oui, Raymond hocha la tête. Mais ton père n'a jamais regretté de l'avoir aimé, pas une seule minute. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour? Il a dit « Même en sachant comment ça se termine, je le referai. Parce que l'aimer m'a donné Jade, et elle est la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Des larmes coulèrent sur les joues de Jade. « Je ne sais pas si je suis assez courageuse, oncle Raymond. »« Tiens, tu sais la fille de Marc Roux, » dit fermement Raymond. « Le courage coule dans tes veines. Mais quoi que tu décides, décide-le selon tes propres conditions. » Pas à cause d'un article méchant, pas à cause de sa mère, pas à cause de la peur. Décide en te basant sur ce qui est dans ton cœur. Après le départ de Raymond, Jade resta assise longtemps, réfléchissant à ses paroles. Puis elle prit son téléphone et passa un appel, non pas à Elliot, mais à Camille. « J'ai besoin d'un service, dit-elle quand son ami répondit. « Tu peux prendre mon service au swing parisien ce soir. J'ai quelque chose à faire. » Elliot était assis dans son bureau, fixant la silhouette de la ville sans vraiment la voir. 4 jours s'étaient écoulés depuis le gala, 4 jours depuis cet article vicieux, 4 jours depuis que Jade était restée silencieuse. Il avait tout essayé. Appels, messages,
même se rendre à son appartement bien qu'elle n'ait pas ouvert la porte. Il avait menacé d'intenter des poursuites contre le blog qui avait publié l'article, mais les dégâts étaient déjà faits. Sa mère l'avait appelé, bien sûr, sa voix pleine de fausse sympathie. « C'est pour le mieux, chérie, » avait-elle dit. « Mieux vaut y mettre fin maintenant avant que vous ne soyez trop engagés tous les deux. » Mais Elio était déjà trop engagé. Il aimait Jade. Sa force, son honnêteté, sa capacité à voir au-delà de la façade de richesse et de statut la personne qui se cachait. Sans elle, son monde semblait incolore et froid. « Monsieur Delacroix ?» La voix de son assistante retentit par l'interphone. « Mademoiselle Roux est là pour vous voir. » Le cœur d'Elio bondit. « Faites-la entrer immédiatement. » La porte s'ouvrit et elle était là. L'air fatigué mais déterminé, vêtue de sa veste en velours côtelé préférée et d'une robe vintage. Ses boucles naturelles encadrèrent son visage et elle ne portait pas de maquillage. Elle ne lui avait jamais semblé aussi belle. « Jade !» souffla-t-il se levant de son bureau. « Salut !» dit-elle, sa voix ferme mais douce. « J'ai été tellement inquiet, » dit Elliot, résistant à l'envie de la prendre dans ses bras. « Ça va ?»« Non, » admit Jade. « Cet article, ça m'a blessé, Elliot. Ça m'a fait tout remettre en question. Nous, moi, ce que je fais ici. C'était n'importe quoi, » dit fermement Elliot. « Écrit par quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne te connaît pas, qui ne nous connaît pas. Mais ça a soulevé des questions que j'avais peur de poser, » dit Jade. « Est-ce qu'on se voile la face? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Sommes-nous juste trop différents ?» Elliot s'approcha, voulant la toucher mais craignant qu'elle ne se retire. « Tu m'aimes ?» demanda-t-il simplement. Jade leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes contenues. « Oui, » murmura-t-elle, « c'est ce qui rend les choses si difficiles. Si nous nous aimons, rien d'autre ne compte, » insista Elio. « Tout le reste compte, » rétorqua Jade. « Ta mère, tes amis, tes associés, ils ne m'accepteront jamais. Je serai toujours la Barmaid, le cas de Charité, la fille des milieux plus modestes. Je me fiche de ce qu'ils pensent, » dit Elliot. « Mais pas moi, » admit Jade. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu es aliéné de ta famille. Je ne veux pas être la raison pour laquelle les gens remettent en question ton jugement. Je n'ai pas ma place dans un tabloïd, Elliot, et je ne serai certainement pas ta contradiction. »« C'est ce que tu penses être pour moi ?» demanda Elliot, la douleur dans la voix. « Une contradiction, une nouveauté. Je ne sais pas ce que je suis pour toi, » dit honnêtement Jade. « Je sais juste que je ne peux pas vivre avec la surveillance, le jugement, l'attente du coup de grâce. C'est trop de pression. » Elliot sentit la panique monter dans sa poitrine. Elle lui échappait, et il ne savait pas comment l'arrêter. « Dis-moi ce que je dois faire, » plaida-t-il. « Dis-moi comment réparer ça. »« Je ne pense pas que tu puisses, » dit tristement Jade. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Elliot. Certains fossés ne peuvent pas être comblés. »« Je ne crois pas ça, » dit Elliot avec ferveur. « Je refuse d'y croire. » Jade prit une profonde inspiration. « Je suis venu ici aujourd'hui parce que je devais te dire ça en personne. Je tiens à toi. Plus que je n'ai jamais tenu à personne, mais j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de savoir si ce que nous avons vaut toute la douleur et le jugement qui l'accompagne. »« Ça le vaut, » dit Elliot sans hésitation. « Ça vaut tout. Peut-être pour toi, » dit Jade. « Tu es habitué au feu de la rampe, pas moi. Je ne sais pas si je peux vivre ma vie sous un microscope, chaque geste jugé, chaque intention remise en question. »« Alors tu abandonnes ?» demanda Elliot, la colère se mêlant à sa blessure. « Comme ça ? » « Je prends du recul, » corrigea Jade. « Il y a une différence. »« Combien de temps ?» exigea Elliot. « De combien de temps as-tu besoin ?»« Je ne sais pas, » admit Jade. « Je sais juste que je ne peux pas prendre cette décision avec tout ce bruit dans ma tête. J'ai besoin de clarté. » Elliot voulait argumenter, se battre, la convaincre qu'ils pouvaient tout surmonter ensemble. Mais il voyait l'épuisement dans ses yeux, le tribut que cela lui coûtait. La pousser maintenant ne ferait que l'éloigner davantage. « D'accord, » dit-il finalement, la voix brisée. « Prends le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci, je n'abandonne pas notre histoire, Jade. Ni maintenant, ni jamais. » Jade hocha la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. « J'espère que tu as raison. J'espère que nous sommes plus forts que toutes les forces qui essaient de nous séparer. »« Nous le sommes, » dit Elio avec conviction. « Nous le serons. » Jade s'avança et l'embrassa doucement, un baiser qui ressemblait trop à un adieu. Puis elle se retourna et sortit de son bureau, laissant Elliot seul, le cœur brisé à chaque pas qu'elle faisait loin de lui. Alors que la porte se refermait derrière elle, Elliot prit une décision. Si Jade avait besoin de temps, il le lui donnerait, mais il ne resterait pas les bras croisés pendant que leur histoire d'amour se défaisait. Il était temps de prendre position, de lui montrer, et au monde, exactement ce qu'elle représentait pour lui. La question était « Comment ?» 2 semaines passèrent.
Pour Jade, ce furent les 2 semaines les plus longues de sa vie. Elle se jeta à corps perdu dans le travail, prenant des services supplémentaires au swing parisien et acceptant chaque mission de design freelance qui se présentait. Tout pour ne pas penser à Elliot et à la douleur lancinante dans son cœur qui ne disparaissait pas. Camille la regardait avec inquiétude. « Tu vas te tuer au travail », dit-elle un soir alors que Jade était assise à sa table de cuisine, esquissant des logos jusqu'à ce que ses doigts se crispent. « Ça va », insista Jade, sans lever les yeux de son travail. « Tu lui as parlé ?» demanda doucement Camille. Jade secoua la tête. « Non, il respecte ma demande d'espace. »« Et cet espace t'a aidé? Sais-tu ce que tu veux maintenant ?» Jade posa son crayon et soupira. « Je le veux, Camille. Je l'aime, mais je ne sais pas si l'amour est suffisant pour relier nos mondes. Peut-être que tu compliques les choses plus qu'elles ne le devraient, » suggéra Camille. « L'amour devrait être simple. Soit tu veux être avec lui, soit non. »« Rien n'est simple avec Elliot Delacroix, » dit Jade avec un sourire triste. « Sa vie vient avec des contraintes, des attentes, des jugements, une surveillance constante. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. »« Ma fille, tu es la personne la plus forte que je connaisse, » dit fermement Camille. « La question n'est pas de savoir si tu es assez forte, c'est de savoir s'il en vaut la peine. » Avant que Jade ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Raymond qui appelait du swing parisien. « Jade, ma chérie, il faut que tu viennes ici, » dit-il, la voix pressante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jade, immédiatement inquiète. « Le club va bien ?»« Le club va très bien, » la rassura Raymond. « Mais il y a quelque chose que tu dois voir, quelqu'un que tu dois entendre. »« Qui ?»« Viens, c'est tout, » insista Raymond. « Fais-moi confiance, tu ne veux pas manquer ça. » La curiosité piquée, Jade accepta. 30 minutes plus tard, elle et Camille entrèrent au swing parisien pour le trouver bondé. Pas une place de libre, ce qui était inhabituel pour un mardi soir. La foule était un étrange mélange. Des habitués en tenue décontractée se mêlaient à des personnes en costume de ville et en robe de créateur. Jade reconnut plusieurs visages du gala de charité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Raymond, qui les attendait près de la porte. « Vois par toi-même, » dit Raymond, hochant la tête vers la scène. Jade leva les yeux et se figea. Elliot était sur scène, assis au piano. Il portait une simple chemise à boutons avec les manches retroussées, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu en public. Il parlait à la foule, sa voix portée par le système de sonorisation du club. « Merci d'être venu ce soir, » disait-il. « Surtout ceux d'entre vous qui ont dû quitter leur zone de confort pour être ici. » Cela arracha quelques rires à la foule en costume. « La plupart d'entre vous me connaissent comme un homme d'affaires, mais ce soir je suis ici juste comme un homme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais qui essaie de réparer la plus grande. » Jade sentit son cœur s'emballer, tandis qu'Elliot continuait. « Il y a 2 semaines, j'ai laissé la femme que j'aime s'éloigner, parce que je ne savais pas comment me battre pour elle. Je ne savais pas comment prouver que ce que nous avons est réel et vaut chaque épreuve. Ce soir, j'essaie de réparer ça. » Ses yeux balayèrent à la foule et la trouvèrent debout près de la porte. Leurs regards se croisèrent et le reste de la pièce sembla s'effacer. « Jade, » dit-il, sa voix douce mais claire à travers le microphone, « c'est pour toi. » Il commença à jouer du piano, quelque chose que Jade ne savait même pas qu'il pouvait faire. La mélodie était familière, un standard de jazz que son père avait l'habitude de jouer. Et puis, à son plus grand choc, Elliot commença à chanter. Sa voix n'était ni polie ni entraînée, mais elle était riche d'émotions, se brisant parfois sur les notes aiguës. Il chanta la découverte de l'amour dans des endroits inattendus, la rupture des règles et la construction de nouvelles, le fait de voir quelqu'un parfaitement malgré un monde imparfait. Les larmes remplirent les yeux de Jade, tandis qu'elle écoutait. Elliot Delacroix, PDG puissant, homme d'affaires contrôlé, se rendait vulnérable devant tout le monde, risquant l'embarras et le jugement. Tout cela pour elle. Lorsque la chanson se termina, le club explosa d'applaudissements. Elliot se leva du piano et se fraya un chemin à travers la foule vers Jade. Les gens s'écartèrent, créant un passage entre eux. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Jade quand il l'atteignit, sa voix à peine un murmure. « Je me bats pour nous, » dit simplement Elliot. « J'ai pris des leçons de piano ces 2 dernières semaines. Raymond m'a aidé. » Jade jeta un coup d'œil à Raymond qui sourit sans vergogne. « Ton père disait toujours que la musique parle quand les mots manquent, » haussa les épaules l'homme âgé. « Jade, » Elliot lui prit les mains dans les siennes. « J'ai passé les 2 dernières semaines à réfléchir à ce que tu as dit, sur le fait de ne pas avoir ta place dans un tabloïd, sur le fait de ne pas vouloir être ma contradiction. Et tu avais raison, tu n'as pas ta place dans un tabloïd. Tu as ta place sous les projecteurs, reconnu pour ton talent, ton cœur, ton esprit incroyable. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé USB. « C'est pour toi.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Jade, confuse. L'acte de propriété d'un local commercial rue Saint-Honoré, dit Elio, et la licence commerciale pour Création Roux. Ton propre studio, Jade. Ton rêve. Jade le regarda sous le choc. Elio, je ne peux pas accepter ça. Je t'ai dit... Ce n'est pas un cadeau, interrompit Elliot. C'est un investissement. L'un des investissements les plus intelligents que Delacroix-Annecy ait jamais fait. J'ai montré ton portfolio à notre équipe marketing et ils sont d'accord. Tu es exceptionnel. Le studio est à toi. Gère-le comme tu veux. Tout ce que je te demande, c'est d'envisager de prendre certains de nos clients. C'est... Jade chercha ses mots. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que tu vas m'écouter, demanda Elio. Il y a plus. Il fit un geste vers la foule, et pour la première fois, Jade remarqua un visage familier. Jacques Fournier, le plus vieil ami et associé d'Elio. Jacques m'a aidé à monter quelque chose, expliqua Elio. Une fondation au nom de ton père, le Fonds d'éducation musicale Marc Roux. Nous allons fournir des instruments et des leçons aux enfants des quartiers défavorisés. Des enfants comme tu l'étais, avec du talent et du cœur, mais des ressources limitées. La main de Jade vola à sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Tu as fait ça pour moi? Pour toi, confirma Elio, et pour nous. Je voulais te montrer que nos mondes différents n'ont pas à rester différents, que nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qui honore d'où tu viens et d'où je viens, quelque chose qui fait une différence. La foule s'était tue, observant leur échange avec une attention captivée. Parmi eux, Jade remarqua Marguerite Delacroix, debout près du bar, son expression illisible. « Il y a encore une chose », dit Elio, sa voix s'abaissant. « La chose la plus importante. » Il fouilla de nouveau dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. Des halètements résonnèrent à travers le club, tandis qu'il se mettait à genoux devant elle. « Elliot », souffla Jade, son cœur battant à tout rompre. « Je sais que c'est rapide, dit-il, la regardant avec un amour pur dans les yeux. Je sais que nous avons des obstacles à surmonter, mais je sais aussi que je t'aime, Jade Roux. J'aime ta force, ton honnêteté, ton talent, ton cœur. J'aime que tu te moques de mon argent ou de mon statut. J'aime que tu me pousses à être meilleur, à être vrai. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague magnifique mais discrète. Une émeraude solitaire entourée de petits diamants, sertis d'or blanc. « C'était à ma grand-mère, » expliqua Elio. « Pas du côté de la Croix, la mère de mon père. C'était une enseignante issue d'une famille modeste qui s'est mariée au-dessus de sa condition, comme on disait à l'époque. La famille de mon grand-père désapprouvait, tout comme les gens désapprouvent notre union. Mais ils ont construit une vie magnifique ensemble, basée sur l'amour, le respect et des valeurs partagées. » Il prit une profonde inspiration. « Jade Roux, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'aider à construire une vie qui combine le meilleur de nos deux mondes? Veux-tu être ma partenaire, mon égal, mon cœur ?» Le temps sembla s'arrêter, tandis que Jade regardait cet homme puissant et couronné de succès qui s'était humilié devant elle, qui avait mis son cœur à nu devant tous. Un homme qui l'aimait assez pour se battre pour elle, pour changer pour elle, pour construire des ponts entre leurs mondes. « Je ne suis pas là pour t'apprendre à ressentir, » dit-elle doucement, faisant écho à ses paroles d'il y a des semaines. « Bien, » répondit Elliot, un sourire esquissant ses lèvres. « Je veux que tu m'apprennes à rester. » À cet instant, Jade connut sa réponse. Tous les doutes, toutes les peurs, tous les obstacles, ils pâlissaient en comparaison de l'amour qu'elle ressentait pour cet homme. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je t'épouse. » Le club éclata de joie tandis qu'Elio glissait la bague à son doigt, puis se leva et la serra dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et la promesse de leur avenir ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, Jade remarqua Marguerite s'approcher d'eux, son expression toujours réservée. Elliot se tendit à ses côtés, prêt à la confrontation. « Mère, » dit-il formellement tandis que Marguerite les rejoignait, « comme tu peux le voir, j'ai pris ma décision. » Marguerite regarda Jade, puis la bague à son doigt, puis de nouveau son fils. « C'est bien ce que je vois, » dit-elle, sa voix étonnamment douce. « Puis-je parler avec votre fiancé un instant, seul ?» Elliot hésita, regardant Jade d'un air interrogateur. Elle hocha la tête. « C'est bon, » l'assura-t-elle. « Je gère. » À contre-cœur, Elio s'écarta, les gardant à l'œil à courte distance. « C'était toute une performance, » dit Marguerite une fois qu'elles furent relativement à l'écart. « Ce n'était pas une performance, » corrigea Jade. « C'était réel. Elio est sincère avec moi, peut-être pour la première fois de sa vie. » Marguerite l'étudia longuement. « Vous aimez vraiment mon fils, n'est-ce pas? De tout mon cœur, » dit simplement Jade. « Et vous n'êtes pas intimidé par tout ça? »
Marguerite fit un geste circulaire, indiquant non seulement le club, mais le monde qu'Elio habitait. « La surveillance, les attentes, les responsabilités? Je suis terrifié, admit honnêtement Jade. Mais Elliot en vaut la peine. Ce que nous avons ensemble en vaut la peine. » Quelque chose changea dans l'expression de Marguerite, un adoucissement, une reconnaissance réticente. « Mon mari a dit ça une fois à propos de sa secrétaire, qu'elle en valait la peine. Assez pour jeter notre mariage, notre famille, notre vie ensemble. » « Je ne suis pas ici pour briser quoi que ce soit, Madame Delacroix, » dit doucement Jade. « Je suis ici pour aider Elliot à construire quelque chose de réel, de durable et de bon. » Les yeux de Marguerite brillèrent de larmes inattendues. « Il me rappelle son père parfois, les bons côtés, la passion, la détermination. Robert était comme ça quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, avant que le succès ne le change, avant qu'il ne cesse de me voir. » Jade fut soudainement envahi par la compréhension. La froideur de Marguerite, sa nature contrôlante, tout cela venait d'un chagrin d'amour, de la peur de voir son fils commettre ce qu'elle percevait comme la même erreur qui lui avait coûté son bonheur. « Elio ne cessera jamais de me voir, » dit Jade avec une confiance tranquille. « Et je ne cesserai jamais de le voir, le vrai lui, pas seulement le PDG ou l'héritier de la Croix, je vous le promets. » Marguerite prit une profonde inspiration, se recomposant. « Eh bien, dit-elle, redressant son dos, si mon fils est déterminé à vous épouser, je suppose que je devrais commencer à vous appeler Jade. Ce n'était pas de l'acceptation, pas tout à fait, mais c'était un début. Merci, Marguerite, répondit Jade, offrant un sourire hésitant. Marguerite hocha la tête une fois, puis se tourna vers Elio, qui les rejoignit immédiatement. Tu as fait ton choix, Elliot. J'espère pour votre bien à tous les deux que c'est le bon. C'en est un, mère, dit fermement Elliot, passant son bras autour de la taille de Jade. Le meilleur choix que j'ai jamais fait. Marguerite les regarda ensemble, son fils puissant et cette jeune femme qui avait en quelque sorte brisé toutes ses défenses. Le temps le dira, dit-elle, mais il y avait moins de certitude dans sa voix, moins de désapprobation. Félicitations à vous deux. Alors que Marguerite s'éloignait, Elliot se tourna vers Jade. Ça va, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle fait des efforts, dit Jade. C'est tout ce que nous pouvons demander pour l'instant. Elliot secoua la tête, admiratif. Tu es remarquable, tu sais. N'importe qui d'autre lui aurait dit ces 4 vérités après tout ce qu'elle a dit et fait. Ta mère a peur, expliqua Jade. Peur de te perdre, peur de te voir blessé comme elle l'a été. Je comprends la peur, Elliot. Elle a failli me coûter toi. Elio la serra contre lui. Rien ne te coûtera moi, jamais. Alors que la célébration continuait autour d'eux, Raymond remonta sur scène. Mesdames et messieurs, annonça-t-il, en l'honneur de cette occasion spéciale, je pense qu'il est temps d'entendre une chanson de notre propre Jade Roux. La foule applaudit et Elio sourit d'un air encourageant. Vas-y, dit-il, montre-leur qui tu es. Jade se dirigea vers la scène, soudain consciente de la foule diverse qui la regardait. Des amateurs de jazz en tenue décontractée, des dirigeants d'entreprises en costumes coûteux, des femmes de la haute société en robes de créateurs. 2 mondes qui s'entrechoquaient, tout comme dans sa relation avec Elliot. Alors que le groupe commençait à jouer l'une des compositions de son père, Jade fut envahie par un sentiment de justesse. C'était elle, une femme avec de la musique dans l'âme, la créativité dans le cœur et maintenant l'amour dans sa vie. Une femme qui n'avait pas à choisir entre les mondes, mais pouvait les unir. Elle chanta avec toute l'émotion des semaines passées. L'amour, la peur, le doute, l'espoir. Et tandis qu'elle chantait, elle regardait Elliot la regarder, ses yeux emplis de fierté, d'amour et de certitude. Quand la chanson se termina, il fut le premier à applaudir, debout, sans honte de ses sentiments. Un par un, d'autres se joignirent à lui. Rémi, Camille, Jacques, même Victoire, et quelques autres mondaines sceptiques. Et finalement, Marguerite de Kerguelen elle-même, offrant un petit signe d'acquiescement, mais sincère. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il se tenait sur le balcon de l'appartement de prestige d'Elliot, contemplant les lumières de Paris, Jade fit tourner la bague à son doigt, s'habituant encore à son poids et à sa signification. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle doucement. « De nous ? Ce ne sera pas facile. Les meilleures choses ne le sont jamais, » répondit Elliot, l'enlaçant par derrière. « Mais nous sommes plus forts ensemble que séparés. Tu me rends meilleure, Jade. Plus vrai, plus honnête, plus vivant. Et tu me rends plus courageuse, » admit Jade, se penchant contre lui. « Assez courageuse pour rêver plus grand que jamais auparavant. »« Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Elliot, le menton posé sur sa tête. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, » dit Jade. « Ni ton monde, ni mon monde, mais notre monde, ensemble. » Elliot la tourna dans ses bras, la regardant avec tout l'amour de son cœur. « Ensemble,
acquiesça-t-il, scellant la promesse d'un baiser. 6 mois plus tard, Jade se tenait sur le seuil de son atelier Dubois, rue de la Paix, observant clients et amis se mêler lors de la grande célébration d'ouverture. L'atelier Dubois avait déjà décroché des contrats avec plusieurs grandes entreprises parisiennes, y compris, mais sans s'y limiter, Kerguelen & Cie. Elliott avait tenu parole. L'entreprise lui appartenait entièrement, sans aucune contrainte. Il avait aidé avec l'investissement initial et les relations, mais le succès de l'atelier était dû au talent et au travail acharné de Jade. « Fier de toi, ma puce », dit Rémi, apparaissant à ses côtés avec une coupe de champagne. « Ton père le serait aussi. »« Je sais, » sourit Jade, acceptant la coupe. « Je le sens ici parfois, veillant sur moi. » De l'autre côté de la pièce, Elliott était en pleine conversation avec Jacques et, étonnamment, Marguerite. La femme âgée avait lentement, très lentement, commencé à accepter la place de Jade dans la vie de son fils. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait encore des moments tendus, mais il y avait des progrès. Comme si elle sentait son regard, Elliott leva les yeux et lui sourit. Ce sourire spécial qu'il ne réservait qu'à elle. Il s'excusa de la conversation et se dirigea vers elle. « Qu'est-ce que ça fait d'être la nouvelle créatrice la plus en vue de Paris ?» demanda-t-il, lui glissant un bras autour de la taille. « Surréaliste, » admit Jade. « Mais bien, vraiment bien. Tu mérites tout ça, » dit Elliott. « Ton talent reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. » Jade regarda l'espace qui n'avait été qu'un rêve, les murs affichant ses créations, l'équipe de jeunes artistes qu'elle avait embauchés dans son ancien quartier, la foule diverse de gens de tous horizons venus la soutenir. « Nous le faisons vraiment, » dit-elle doucement. « Construire quelque chose de nouveau ensemble. Ce n'est que le début, » promit Elliott, l'embrassant sur la tempe. « Attends de voir ce que nous ferons ensuite. »« C'est-à-dire » demanda Jade, curieuse. Les yeux d'Elliott pétillèrent d'excitation. « Le centre musical Marc Dubois. La fondation a réuni suffisamment de fonds pour acheter cet ancien théâtre dans ton quartier. Nous allons le rénover pour en faire un espace de spectacle et un centre d'éducation musicale. » Les yeux de Jade s'écarquillèrent. « Tu es sérieux ?»« Complètement, » l'assura Elliott. « Les plans sont en cours d'élaboration. Je voulais que ce soit une surprise. » Des larmes de joie remplirent les yeux de Jade. « C'est incroyable. Merci. »« Ne me remercie pas, » dit Elliott. « C'était en fait l'idée de ma mère. »« Quoi ?» Jade ne put cacher son choc. Elliott hocha la tête vers Marguerite, qui examinait maintenant l'une des créations de Jade, avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Elle essaie, à sa manière. Elle a dit que si tu allais être une Kerguelen, tu devrais avoir un projet d'héritage qui honore tes racines. C'est inattendu, dit Jade, encore en train de digérer. Elle n'est pas toute mauvaise, dit Elliott avec un petit sourire. Juste protectrice, et effrayée d'être blessée à nouveau. Quelque chose que tu m'as aidé à comprendre. Jade lui serra la main, reconnaissante du chemin parcouru. En parlant d'être une Kerguelen, nous avons encore un mariage à organiser. Le mariage que tu veux, promit Elliott. Grand, petit, chic, simple, peu importe tant que tu es là. Et si c'était quelque chose entre les deux, suggéra Jade. Quelque chose qui nous représente tous les deux, élégant mais authentique, significatif. Comme nous, acquiesça Elliott. Alors que la soirée se poursuivait, Jade se retrouva en conversation avec Victoire, arrivée en retard avec son mari. La femme qui avait autrefois été si dédaigneuse regardait maintenant Jade avec quelque chose qui approchait le respect. « Vos créations sont en fait assez impressionnantes », admit Victoire, désignant le portfolio exposé. « La nouvelle image de Kerguelen & Cie est meilleure que jamais. »« Merci », dit Jade, sincèrement reconnaissante du compliment. Victoire hésita, puis ajouta « J'ai peut-être été hâtive dans mon jugement à votre égard. » Ce fut la chose la plus proche d'une excuse que Victoire était susceptible d'offrir, et Jade l'accepta avec grâce. Nous faisons tous des suppositions parfois. L'important est d'être prêt à les réviser quand on se trompe. Victoire hocha la tête, une nouvelle compréhension passant entre elles. Elles ne seraient jamais de proches amies, mais elles pouvaient être courtoises, même respectueuses de la place de l'autre dans la vie d'Elliott. Alors que la fête touchait à sa fin, Jade se retrouva de nouveau sur la petite scène installée dans un coin du studio. Rémi et certains musiciens du Duc des Lombards avaient fourni la musique d'ambiance toute la soirée. « Avant que tout le monde ne parte, » dit-elle dans le microphone, « je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir. Cet atelier représente un rêve devenu réalité pour moi, mais c'est aussi un témoignage de ce qui peut arriver quand nous brisons les barrières entre des mondes différents, des attentes différentes, des rêves différents. » Ses yeux trouvèrent Elliott dans la foule, son regard chaleureux et encourageant. « Quelqu'un de très spécial m'a appris que les meilleures choses dans la vie
ne sont pas celles qui viennent facilement. Ce sont celles pour lesquelles nous nous battons, celles que nous construisons ensemble, celles qui nous défient d'être plus que ce que nous pensions possible. Elle fit un geste vers Rémi, qui commença à jouer une mélodie familière, la chanson que son père avait écrite pour sa mère, il y a tant d'années. Une chanson sur la découverte de l'amour dans des endroits inattendus. Alors que Jade commençait à chanter, la pièce devint silencieuse. À ce moment-là, regardant la foule diversifiée, des habitués du duc des Lombards, côtoyant des cadres d'entreprise, ses vieux amis se mêlant aux connaissances mondaines d'Eliott, elle ressentit un sentiment d'accomplissement. Deux mondes, autrefois séparés, maintenant entrelacés. Non pas parce que l'un avait conquis l'autre, mais parce que l'amour avait construit un pont entre eux. Après la chanson, alors que les derniers invités partaient, Eliott tira Jade dans un coin tranquille. « T'ai-je dit aujourd'hui combien je t'aime » demanda-t-il, sa voix basse et intime. « Tu l'as peut-être mentionné » sourit Jade, passant ses bras autour de son cou. « Mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. »« Je t'aime, Jade Dubois, » dit Eliott, ses yeux sérieux malgré son sourire. « Tu as enfreint toutes les règles que j'avais jamais établies concernant les relations, et je n'ai jamais été aussi heureux. »« Je t'aime aussi, Eliott de Kerguelen, » répondit Jade, « même si tu es un homme d'affaires. » Il rit de leur petite blague, puis redevint sérieux. « Tu sais, ma mère m'a demandé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Elle voulait savoir si tu étais l'exception à ma règle. »« Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Jade, curieuse. Eliott lui écarta une mèche de cheveux du visage, son toucher doux et respectueux. « Je lui ai dit que tu n'étais pas mon exception. Tu es ma norme maintenant. » Le cœur de Jade s'emplit d'amour et de certitude. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, non pas comme des opposés, mais comme des égaux. Construire une vie qui honorait leurs deux passés, tout en créant quelque chose d'entièrement nouveau. Au final, leurs mondes différents ne les avaient pas éloignés. Au lieu de cela, ils avaient créé un monde meilleur ensemble, un monde où l'amour n'était pas défini par les comptes en banque ou le statut social, mais par le courage de se voir parfaitement, défaut compris, et c'était un monde où il valait la peine de vivre.